Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée et bonne histoire à tous. Chapitre 1, le poids du papier. Les papiers du divorce, que serraient les mains tremblantes d'Emily, semblaient plus lourds que le bébé de 6 semaines endormi dans ses bras. Elle était assise dans sa Honda Civic déglinguée, garée devant le Sunset Motel sur Connecticut Avenue, observant l'enseigne au néon clignoté, hésitant entre la lumière du mauve vacancier et l'obscurité. Le vent de mars hurlait à travers le joint fissuré de la fenêtre, et elle serra Liam plus fort contre sa poitrine, inspirant cette douce odeur de nouveau-né qui était devenue sa seule bouée de sauvetage. Il y a à peine 48 heures, elle était encore Madame Ethan Reed, vivant dans leur petit appartement du nord-est de Washington DC, croyant encore que son mari finirait par embrasser son rôle de père. Il y a 2 jours, elle croyait encore que l'amour pouvait tout conquérir. À présent, elle n'était plus personne, sans nulle part où aller, avec exactement $247 dans son portefeuille usé. Différends irréconciliables, indiquaient les papiers en termes juridiques froids. Mais Emily connaissait la vérité brutale qui n'apparaîtrait jamais dans les documents de la cour. Ethan Reed était incapable d'assumer la responsabilité de quoi que ce soit de plus exigeant que sa PlayStation et ses chimères de célébrité dans le rap. Lorsque Liam était arrivé avec 2 semaines d'avance, hurlant, affamé et totalement dépendant, Ethan avait regardé son fils comme s'il s'agissait d'une invasion extraterrestre. « Je n'ai jamais voulu de ça », avait-il dit il y a 3 jours, désignant Liam comme s'il s'agissait d'un meuble cassé. « J'ai 24 ans, et aime. J'ai toute la vie devant moi. Je ne peux pas être enchaîné à un bébé qui pleure. »« C'est ton fils », avait chuchoté Emily, encore endolorie par sa césarienne d'urgence. Encore affaiblie par l'accouchement difficile. « Peut-être. Tu étais plutôt amical avec ce professeur de ton école avant qu'on se marie. » L'accusation l'avait frappé comme un coup physique. Daniel Carter n'avait été qu'un collègue, quelqu'un qui l'avait aidé dans sa classe alors qu'elle était enceinte et en difficulté. Mais Ethan avait transformé même cette gentillesse en quelque chose de laid. Hier matin, alors que Liam faisait la sieste et qu'Emily réussissait enfin à se doucher pour la première fois en 3 jours, Ethan avait emballé tout ce qui avait de la valeur dans leur appartement, la télévision, l'ordinateur portable, et même l'argenterie que sa grand-mère leur avait offerte en cadeau de mariage. Il avait laissé les papiers du divorce sur le comptoir de la cuisine, à côté d'un avis d'expulsion. Apparemment, il n'avait pas payé le loyer depuis 2 mois. « Ethan, s'il te plaît », avait-elle supplié lorsqu'il était revenu chercher ses vêtements. « Où sommes-nous censés aller ? » ?»« Débrouille-toi », avait-il répondu sans même regarder Liam. « Tu es si intelligente avec ton diplôme universitaire et tout le reste. Tu trouveras bien. » Il avait pris leur bonne voiture, aussi. La laissant avec la Honda qui avait besoin d'une nouvelle transmission et qui brûlait de l'huile. Le temps qu'Emily réalise à quel point il avait méthodiquement détruit leur vie, Ethan était parti, emportant avec lui leur compte d'épargne, leur caution, et toute illusion qu'elle avait pu avoir sur l'homme qu'elle avait épousé. Maintenant, assise devant ce motel délabré dans l'un des quartiers en transition de décès, Emily sentait tout le poids de sa nouvelle réalité. Elle avait 26 ans, ancienne institutrice, contrainte de démissionner à la naissance prématurée de Liam suite à des complications. Elle n'avait plus de famille. Sa grand-mère, qui l'avait élevée, était décédée 2 ans plus tôt, et elle n'avait jamais connu ses parents. Ses amis du travail étaient adorables, mais aucun n'était assez proche pour héberger indéfiniment une nouvelle mère et son bébé. Liam remua dans son sommeil, émettant ces petits sons qui pouvaient signifier qu'il plongeait plus profondément dans le sommeil ou qu'il était sur le point de se réveiller affamé. Emily priait pour le sommeil. Elle l'allaitait presque constamment, et son corps était épuisé à force de produire du lait avec trop peu de nourriture et trop de stress. Le motel ressemblait à un décor de série policière de 1972, un plain-pied dont les portes donnaient directement sur le parking. La peinture s'écaillait et plusieurs numéros de chambre avaient perdu des lettres, mais l'enseigne indiquait « tarif à la semaine disponible », et lorsqu'Emily avait appelé depuis la cabine téléphonique de la station-service, la femme qui avait répondu avait l'air gentille. « Vous avez besoin d'une chambre, ma chérie ?» avait-elle demandé. « On a des draps propres et du chauffage qui marche. C'est plus que ce que certains ont. » Emily avait failli pleurer devant la simple gentillesse de cette voix. Rassemblant son courage, elle souleva délicatement Liam et attrapa le sac à langer qui contenait tout ce qu'il possédait et quelques changes, des couches, du lait en poudre, bien qu'elle essaya d'allaiter exclusivement pour économiser, et le peu d'argent liquide qu'elle avait réussi à racler dans son sac à main et le pot à monnaie.
La clochette au-dessus de la porte du bureau du motel tinta quand Émilie entra. Une femme leva les yeux de derrière le comptoir. Elle avait peut-être 60 ans, des cheveux argentés tirés en un chignon soigné, et le genre de visage qui a tout vu mais qui a tout de même choisi la bonté. Sa peau était d'un brun riche, et ses yeux brillaient d'une inquiétude sincère. « Vous devez être la jeune dame qui a appelé », dit la femme en posant ses papiers. « Je suis Ruth Thompson. Je gère cet endroit. » « Emily Larson », répondit Emily, changeant Liam de bras pour atteindre son portefeuille. « J'ai appelé pour le tarif à la semaine. » Le regard de Ruth parcourut l'apparence d'Emily et les vêtements qui flottaient sur son corps postpartum, l'épuisement sur son visage, la façon dont elle tenait son bébé comme s'il était la seule chose précieuse restant dans son monde. « Chambre 24, » dit Ruth en décrochant une clé du tableau derrière elle. « C'est à l'arrière, loin du bruit de la rue. Plus calme pour le bébé. » Les yeux d'Emily s'emplirent de larmes face à cette petite attention. « C'est combien ? » $200 pour la semaine. Charge comprise. Emily compta les billets avec des mains tremblantes, regardant son filet de sécurité disparaître. Ruth le remarqua. « Vous avez de la famille qui vient vous aider ?» demanda Ruth doucement. Emily secoua la tête. « Il n'y a que nous. » Ruth resta silencieuse un instant, puis se pencha sous le comptoir et sortit un petit sac de provisions et du pain, du beurre de cacahuète, du lait, quelques fruits. « Quelqu'un a fait don de ça plus tôt, » dit Ruth, bien qu'Emily se doutât que c'était un mensonge. « Ce serait dommage de laisser perdre. »« Je ne peux pas, vous pouvez, et vous allez le faire, » dit Ruth fermement, mais avec bienveillance. « Ici, on veille les uns sur les autres. C'est comme ça qu'on survit. » Emily accepta le sac, la gorge trop serrée pour parler correctement. « Merci. » Ruth contourna le comptoir et guida Emily vers la porte. La chambre 24 a une petite kitchenette. Rien de luxueux, mais la cuisinière fonctionne et le frigo est froid. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, et je dis bien quoi que ce soit, venez me trouver. Je suis généralement ici ou dans la chambre 1. La chambre était petite mais propre, exactement comme Ruth l'avait promis. Il y avait un lit double avec une couette délavée mais fraîchement lavée, une petite table avec 2 chaises, et un coin cuisine minuscule. Emily posa Liam sur le lit, l'entoura d'oreillers pour qu'il ne puisse pas rouler, et s'effondra sur l'une des chaises. Pour la première fois en 48 heures, elle se sentit assez en sécurité pour pleurer vraiment. Les larmes vinrent en grands sanglots silencieux qui secouèrent tout son corps. Elle pleura pour le mariage qui avait échoué, pour l'avenir qu'elle avait planifié et qui n'arriverait jamais, pour la peur d'élever Liam seul, sans argent et sans soutien. Elle pleura de cet épuisement qui semblait pouvoir la tuer, et pour cet amour qui semblait trop grand pour son cœur brisé. Liam se réveilla alors que le soleil se couchait, son cri perçant et exigeant. Emily le prit, changea sa couche sur le lit et s'installa dans la chaise pour l'allaiter. Alors qu'il prenait le sein, sa minuscule main agrippant son doigt, Emily sentit une partie de sa force revenir. « C'est juste toi et moi, mon bébé » lui chuchota-t-elle. « Mais on va s'en sortir. Maman va trouver une solution. » À travers les murs fins, elle pouvait entendre les bruits de la vie, une télévision, quelqu'un au téléphone, le bourdonnement lointain de la circulation sur Connecticut Avenue. Dans la chambre voisine, elle entendit la voix d'un homme, basse et fatiguée. Elle ne pouvait pas distinguer les mots, mais le ton était triste, vaincu. Elle n'était pas la seule à avoir atterri ici brisée. Alors que Liam finissait de téter et se rendormait, Emily établit un plan mental. Demain, elle commencerait à chercher du travail, n'importe quoi qui lui permettrait de garder Liam avec elle. Ce soir, cependant, elle tenait juste son fils et se permettait d'être reconnaissante pour ce petit espace sûr. La gentillesse de Ruth lui avait rappelé qu'il y avait encore de la bonté dans le monde. Liam dormait paisiblement dans ses bras, lui faisant une confiance absolue, et Emily lui fit une promesse. Peu importe ce qu'il en coûterait, elle leur construirait une vie digne d'être vécue. Elle devait juste survivre assez longtemps pour trouver comment. De l'autre côté de la fenêtre, l'enseigne au néon du motel continuait sa danse vacillante entre espoir et ténèbres. Emily choisit l'espoir. Chapitre 2, le bruit du silence. Nathan Brox n'avait jamais réalisé à quel point le silence pouvait être assourdissant jusqu'à ce qu'il découvre sa femme au lit avec son meilleur ami. Il était assis au bord du lit du motel, dans la chambre 25, portant toujours le même costume Armani qu'il y a 3 jours, lorsque son monde avait explosé. Le whisky dans sa main avait tiédi, oublié alors qu'il fixait la tache d'eau au plafond qui ressemblait à la carte déchiquetée de sa vie.
Il y a 72 heures, il était Nathaniel Brox III, magnate de l'immobilier à succès, mari dévoué, un homme qui semblait tout posséder. Il possédait un Pantouse surplombant le Potomac, une résidence d'été dans les Hamptons et un portefeuille valant plus que le PIB de certaines petites nations. Plus important encore, il croyait que son mariage reposait sur 5 années d'amour véritable. Maintenant, il n'était plus que Nathan, se cachant dans un motel bon marché parce qu'il ne supportait pas de retourner au Pantouse où il avait découvert Laura se tordant sous Ryan Patel, son partenaire commercial et soi-disant meilleur ami, dans le lit qu'ils partageaient depuis leur nuit de noces. La trahison n'était pas seulement personnelle, c'était un suicide professionnel. Ryan avait accès à tous les projets de développement de Nathan, ses listes de clients, ses informations financières. Mais d'une certaine manière, cela faisait moins mal que l'image gravée dans son cerveau du visage de Laura lorsqu'elle l'avait vue. Elle n'avait pas eu l'air honteuse. Elle avait eu l'air agacée qu'il soit rentré tôt. Juste du sexe. 5 ans de mariage réduit à juste du sexe. Je ne t'ai jamais aimé comme tu m'aimais, avait fini par admettre Laura. J'ai essayé, mais je ne suis pas faite comme ça. Tu étais une sécurité, Nathan. Stable. Bon pour mon image. Ton image? Tu penses que je t'ai épousé pour ta personnalité? Elle avait ri, un bruit de verre brisé. Tu es ennuyeux, Nathan. Tu te couches à 10 heures. Tu lis des rapports financiers pour le plaisir, et tu pensais vraiment que je voulais des enfants avec toi. Ryan me fait me sentir vivante. Nathan était parti sans un autre mot. Il avait éteint son téléphone, ignoré les appels de plus en plus frénétiques de son assistante, et passé 3 jours à boire du scotch et à remettre en question chaque décision qu'il avait jamais prise. Le pire n'était pas la trahison elle-même. C'était la réalisation naissante que Laura avait raison. Il était ennuyeux. À travers les murs fins de la chambre 25, il pouvait entendre des signes de vie. Un homme âgé qui toussait, une télévision trop forte, et depuis la chambre 24, le son qui le rendait lentement fou, un bébé qui pleurait. Cela avait commencé vers minuit sa première nuit ici. Mais ce n'étaient pas les pleurs qui l'atteignaient. C'était la voix qui suivait. Une femme, jeune au son de sa voix, chantant des berceuses avec une pureté et un amour tel que sa poitrine lui faisait mal. Chut, petit bébé, ne dis pas un mot. Nathan se surprenait à guetter ces moments où les pleurs cessaient et où sa voix émergeait. C'était la plus belle chose qu'il ait entendue depuis des années. La deuxième nuit, il avait regardé par la fenêtre et l'avait vue, une jeune femme noire marchant lentement sur le parking, berçant un petit paquet. Même sous la lumière crue du lampadaire, il pouvait voir sa beauté, un visage fatigué mais rayonnant d'amour. Maintenant, pour sa 3e nuit dans cet endroit, Nathan entendit à nouveau sa voix. Le bébé s'agitait. « Je sais, mon doux garçon, disait-elle. Je sais que tu as encore faim. Laisse-moi voir ce que je peux faire. » Nathan réalisa qu'elle donnait du lait maternisé au bébé il vérifia sa montre 2 heures du matin. Et voilà. Maman sait de quoi tu as besoin. La tendresse dans sa voix était comme un couteau dans son cœur. C'était ce qu'il avait voulu avec Laura. Soudain, les pleurs du bébé s'intensifièrent, et Nathan entendit la voix de la femme changer, prenant une note de réelle inquiétude. « Liam, bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es brûlant. » Il y eut un bruit de mouvement rapide. Nathan se redressa. « D'accord, d'accord, disait-elle, et il pouvait entendre la panique à peine contenue. C'est probablement rien. Juste un peu de fièvre. » Mais sa voix tremblait maintenant, et Nathan pouvait l'entendre pleurer. « S'il te plaît, bébé, s'il te plaît, va bien. Maman ne sait pas ce qu'elle fera s'il t'arrive quelque chose. » Nathan fut sur ses pieds avant de s'en rendre compte. Il sortit, l'air froid de mars le frappant au visage. Il s'approcha de sa porte et entendit qu'elle était au téléphone. « C'est la ligne Info Santé? Mon bébé a de la fièvre, et je ne sais pas il a 6 semaines. Je n'ai pas de voiture pour le moment. Je comprends que vous ne puissiez pas donner d'avis médical, mais... je n'ai pas encore d'assurance. » L'appel se termina. « C'est bon, Liam, dit-elle, la voix brisée. On marchera jusqu'à l'hôpital s'il le faut. C'est à quelques kilomètres. » Nathan frappa doucement à sa porte. Le silence fut immédiat. « Qui est-ce? » Je suis Nathan. Je suis dans la chambre d'accent grave côté. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Votre bébé va bien? Un silence, puis, il a de la fièvre. Nous allons bien.
J'ai une voiture, dit simplement Nathan. Si vous devez aller à l'hôpital. Je ne vous connais pas, non, convint Nathan. Mais votre bébé est malade, il est 2 heures du matin, et vous n'avez pas de voiture. Parfois, les inconnus sont tout ce que nous avons. La porte s'entr'ouvrit, retenue par la chaîne de sécurité. Il vit une partie de son visage, magnifique, épuisé, terrifié. « Pourquoi nous aideriez-vous » demanda-t-elle. « Parce qu'il y a 3 jours, je pensais savoir ce qui comptait dans la vie. Maintenant, je réalise que je ne savais rien. Mais je sais que les bébés ne devraient pas souffrir parce que les adultes sont trop fiers ou trop effrayés pour accepter de l'aide. Vous n'êtes pas une sorte de prédateur ? Je suis juste un type qui passe la pire semaine de sa vie. Comme vous, dit honnêtement Nathan. Après une éternité, elle ferma la porte pour défaire la chaîne, puis l'ouvrit grand. Elle tenait un minuscule bébé enveloppé dans une couverture bleue. L'enfant était rouge de fièvre. « Je suis Émilie » dit-elle doucement. Nathan. « Et c'est Liam ?» Elle hocha la tête. « Laissez-moi prendre mes clés. » Chapitre 3, Café de minuit. Les urgences à 3 heures du matin étaient une cathédrale de souffrance humaine, mais Émilie n'avait jamais été aussi reconnaissante pour des lumières fluorescentes. Le docteur Sophia Nguyen sortit de la salle d'examen avec un sourire qui dissipa instantanément le nœud de terreur dans la poitrine d'Émilie. Derrière elle, Nathan se leva de sa chaise, son costume froissé. « Liam va bien aller » dit le docteur Nguyen. « C'est juste une infection virale mineure. Sa fièvre baisse déjà. »« Vous êtes sûr » demanda Émilie en reprenant Liam. « Absolument. Gardez-le hydraté. Alternez paracétamol et ibuprofène pour nourrisson. Mais honnêtement, c'est un bébé fort et en bonne santé. » Alors que le médecin remettait les papiers de sortie à Émilie, elle jeta un coup d'œil curieux entre Émilie et Nathan. « Le père » demanda-t-elle doucement. « Non » dit rapidement Émilie. « Juste un ami. Un voisin, en fait. » Le trajet de retour au motel fut silencieux. Émilie était assise dans le siège passager de la Mercedes de Nathan, très consciente que l'intérieur en cuir coûtait probablement plus que son salaire annuel d'enseignante. Cet inconnu avait payé sans qu'elle puisse protester. « Je vous rembourserai » dit-elle finalement. « La facture de l'hôpital. Parlons de ça plus tard. Je suis sérieuse. Je n'accepte pas la charité. » « Ce n'est pas de la charité, » dit simplement Nathan. « C'est ce que font les voisins. » De retour dans sa chambre, une fois Liam installé, Émilie se tourna vers Nathan qui hésitait près de la porte. « Merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé si. Vous auriez trouvé une solution, » affirma Nathan. « Vous auriez marché jusqu'à l'hôpital s'il le fallait. »« Je devrais vous laisser dormir, » dit Nathan, sans bouger. « Je ne vais pas dormir de sitôt, » admit Émilie. « Je connais ce sentiment. »« Mauvaise semaine pour vous aussi ?» Nathan eut un rire amer. « On peut dire ça. Vous voulez du café ?» Les mots sortirent avant qu'Émilie ne puisse les arrêter. C'est du terrible café instantané, mais c'est de la caféine. Ils finirent assis à la petite table, partageant un café effectivement terrible. « Alors, » dit finalement Émilie, « qu'est-ce qui amène un homme dans un costume à $3000 au Sunset Motel ?» Nathan s'étouffa presque. « 3000 ? J'étais institutrice. On apprend à estimer le coût de tout ce que les parents portent. Armani, admit Nathan. Bien qu'il soit probablement fichu maintenant. C'est soit une très bonne histoire, soit une très mauvaise. Je suis rentré tôt d'un voyage d'affaires et j'ai trouvé ma femme au lit avec mon meilleur ami. Oh. Je suis désolé. Le pire, c'est que je ne suis même pas surpris. Et vous ? 2 ans de mariage. Mais il est parti quand Liam avait 3 semaines. Ethan a décidé que la paternité n'était pas pour lui. Il a vidé notre compte en banque et pris tout ce qui avait de la valeur. Quel genre d'homme abandonne son propre enfant ? Le genre qui voit un bébé comme un inconvénient, dit Émilie. C'est sa perte, dit Nathan en regardant le bébé endormi. Il est magnifique. Et vous ? Vous et votre femme avez des enfants ? Ex-femme. Et non. Laura n'était pas intéressée. Elle disait que ça interférerait avec son style de vie. Vouliez-vous des enfants ? Nathan garda le silence un moment. Oui. J'ai toujours imaginé avoir une famille. Ça semble idiot, non ? Ça semble merveilleux, dit doucement Émilie.
Laura est une idiote. Les mots échappèrent à Émilie. Elle rougit immédiatement. Je suis désolé. Je ne devrais pas dire ça. Mais Nathan souriait. Non, vous avez probablement raison. Je commence à penser que je ne la connaissais pas vraiment. Je pensais avoir trouvé la partenaire idéale. L'amour n'est pas quelque chose que l'on peut convaincre quelqu'un de ressentir, dit doucement Émilie. Non, en effet. Vous avez compris cela bien plus jeune que moi. Je l'ai appris à la dure. Merci encore, dit Émilie. Pour ce soir. Je sais que vous n'étiez pas obligé. Si, je l'étais, dit sérieusement Nathan. Je ne pouvais pas vivre avec moi-même en vous entendant lutter sans rien faire. La plupart des gens l'auraient fait. La plupart des gens ne sont pas meilleurs que nous. Ils ont juste plus de chance. Je devrais y aller, dit finalement Nathan. Nathan? Voudriez-vous prendre un café demain? Un meilleur café. Le sourire de Nathan fut doux et sincère. J'aimerais beaucoup. Chapitre 4, quand les anges portent des chaussures de créateur. Émilie se réveilla au son d'un léger coup frappé à la porte, mais lorsqu'elle l'ouvrit, il n'y avait personne. Juste 3 sacs de courses posés sur le paillasson. Les sacs contenaient tout ce dont elle se privait, des fruits frais, du vrai lait, du lait maternisé bio, des couches, et une note, pour les nouvelles mamans qui ont besoin de force. Ruth. Émilie savait que ce n'était pas Ruth. Cela portait la signature de Nathan. Elle frappa doucement à la porte de la chambre 25. Nathan. Je sais que vous êtes là. La porte s'ouvrit. Nathan apparut en t-shirt blanc et jean. Les courses, dit Émilie. Quelles courses? Ruth a dû penser que vous aviez besoin de provisions, tenta-t-il, l'air coupable. Je suppose que Ruth connaît aussi la taille exacte des couches de Liam. Une chanceuse devinette. Je ne peux pas vous laisser payer pour tout. Alors ne me laissez pas, dit simplement Nathan. Acceptez-le comme un cadeau. 1 heure plus tard, ils étaient installés dans la chambre de Nathan. Il travaillait sur son ordinateur pendant qu'Émilie s'occupait de Liam. L'après-midi passa aisément. Vers 16 heures, Liam commença à pleurer sérieusement. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda Nathan, immédiatement alerte. « Je ne sais pas. » Il ne s'arrête pas. Après 30 minutes de pleurs ininterrompus, Émilie commençait à paniquer. « Nathan, prenez le siège auto. On retourne à l'hôpital. » Aux urgences, le docteur Nguyen réapparut. Voyons ce qui se passe avec ce petit bonhomme. Après l'examen, elle déclara « J'ai une bonne nouvelle et une nouvelle embarrassante. Liam est en parfaite santé. Ce qu'il a, c'est un cas classique de gaz. » Des gaz? Émilie sentit son visage brûler. « J'ai amené mon fils aux urgences pour des gaz. Croyez-moi, vous n'êtes pas la première. » Comme pour prouver ses dires, Liam émit un petit ro, suivi d'un soupir de contentement. Il cessa immédiatement de pleurer. « Vous plaisantez » dit Émilie, riant nerveusement de soulagement. Dans la voiture, Émilie ne cessait de s'excuser. « Je suis tellement désolée. J'ai complètement surréagi. Combien pensez-vous que cette visite a coûté pour des gaz? Ça n'a pas d'importance. Je tiens les comptes, Nathan. Je vous rembourserai chaque centime. » Et si je vous disais que je ne veux pas que vous me remboursiez, dit Nathan après un silence. Je vous dirais que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et si je vous disais que d'aider Liam et vous a été la meilleure partie de la pire semaine de ma vie? Que de vous voir être mère, de vous entendre chanter pour lui. C'est la seule chose qui m'a fait me sentir humain? Émilie le fixa, son cœur battant la chamade. Et si je vous disais, continua Nathan, que je ne vous aide pas par pitié? Mais parce qu'être avec vous et Liam me rappelle ce qui compte vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous dites? Demanda doucement Émilie. Je dis qu'en 3 jours, vous et Liam êtes devenus plus importants pour moi que 5 années de mariage ne l'ont jamais été. Nathan, je sais que c'est fou. Je sais qu'on se connaît à peine, mais je sais aussi que lorsque j'ai entendu Liam pleurer ce soir, mon premier instinct a été de faire tout ce qu'il fallait pour l'apaiser. Et quand je te vois t'inquiéter pour lui, j'ai envie de régler tout ce qui t'effraie. Émilie observa cet homme qui avait surgi dans sa vie au moment précis où elle en avait le plus besoin, qui avait passé 2 jours à l'aider sans rien demander en retour, et qui tenait son fils comme s'il était en cristal. « C'est fou, dit-elle doucement. Je sais. Il prit une inspiration.
C'est aussi la chose la plus honnête qu'on m'ait dite depuis longtemps. Nathan se tourna pour la regarder franchement. Émilie, je veux continuer à t'aider, non pas parce que tu as besoin d'être sauvée, mais parce que je veux faire partie de tout ça. De la vie de Liam. De la tienne. Qu'est-ce que ça veut dire, exactement? Je ne sais pas encore, admit Nathan. Je sais juste que je ne veux pas que ça s'arrête quand nous quitterons tous les deux ce motel pour retourner à nos vraies vies. Émilie songea à sa vraie vie, la recherche d'emploi qu'elle devait entamer, l'appartement qu'elle devait trouver, les 1000 logistiques impossibles d'une mère célibataire sans ressources. Puis elle regarda Nathan, qui attendait sa réponse, l'espoir et la vulnérabilité inscrits sur son visage. D'accord, dit-elle doucement. D'accord, voyons où cela nous mène. Le sourire de Nathan fut comme une aube perçant les nuages. Vraiment? Vraiment. Mais Nathan? Ouais. La prochaine fois que Liam a des coliques, on tente le pédalo en premier. Chapitre 5, la couleur de la confiance. Les mains d'Émilie tremblaient en lisant le message de son ami de fac, Esha. Ma vieille, j'arrive pour voir comment tu vas, que ça te plaise ou non. Cela faisait une semaine qu'elle avait emménagé au Sunset Motel, 5 jours que la fièvre de Liam lui avait fait rencontrer Nathan, et exactement 12 heures qu'elle avait accepté d'explorer leur lien impossible. À présent, fixant son téléphone pendant que Liam faisait la sieste paisiblement dans son berceau de fortune, Émilie sentit la panique lui nouer la gorge. Esha avait été sa colocataire à l'université Howard, sa demoiselle d'honneur, et la seule personne qui lui avait constamment répété qu'Ethan était un enfant égoïste déguisé en homme. Esha était aussi thérapeute familial, doté d'un instinct infaillible pour repérer les situations foireuses et les hommes dangereux. Il n'y avait aucune chance qu'elle approuve les sentiments naissants d'Émilie pour un mystérieux inconnu en costume de luxe. On frappa 2 heures plus tard, des coups secs et insistants. Émilie ouvrit la porte et trouva Esha, bras croisés, arborant son expression « Je m'apprête à te sauver de toi-même ». Esha, ne commence pas avec tes, Esha, la coupa son ami en s'engouffrant dans la petite chambre. Ça fait 3 jours que je t'appelle. 3 jours, monsieur, j'étais prête à signaler une disparition. Esha était tout ce qu'Émilie n'était pas. Grande là où Émilie était de taille moyenne, le teint clair là où Émilie avait la peau bronze profond, audacieuse et sûre d'elle là où Émilie tendait vers la prudence réfléchie. Elle était aussi férocement protectrice et n'avait jamais édulcoré une vérité brutale quand elle pensait qu'Émilie faisait une erreur. Je suis désolé. J'ai été. C'était compliqué. Vivre dans un motel avec un nouveau-né, c'est certainement compliqué, dit Esha, sa voix s'adoucissant en inspectant la petite pièce. Oh, ma chérie, c'est vraiment à ce point. C'est propre, se défendit Émilie. Ruth garde l'endroit propre et c'est sûr. Et c'est ce que je peux me permettre pour l'instant. Ruth, la gérante? Elle a été incroyablement gentille. Esha hocha la tête avec approbation. Bien. Tu as besoin de gens qui veillent sur toi. Elle s'approcha du lit où Liam dormait, son expression fondant en ce sourire qu'elle réservait au bébé. Regarde-le. Il a déjà tellement grandi. Il est en bonne santé, heureux. C'est ce qui compte. Et toi? Tu es en bonne santé et heureuse? Avant qu'Émilie ne puisse répondre, on frappa doucement à la porte. À travers le bois fin, la voix de Nathan résonna. Émilie? J'ai apporté le déjeuner si tu as faim. Esha, c'est ton voisin qui t'apporte le déjeuner? Émilie ouvrit la porte pour trouver Nathan avec un sac provenant de ce qui ressemblait à une épicerie fine hors de prix, vêtu d'un pantalon chino et d'une chemise qui coûtait probablement plus cher que le budget course mensuel d'Émilie. Son sourire vacilla lorsqu'il vit Esha debout derrière Émilie, les bras croisés et son air le plus intimidant. Je suis désolé, dit-il immédiatement. Je ne savais pas que tu avais de la visite. Je vais juste. Non, c'est bon, s'empressa de dire Émilie. Nathan, voici mon ami Esha. Esha, voici Nathan. Il nous a beaucoup aidés. Aider comment? Demanda Esha d'une voix soigneusement neutre. Nathan sembla sentir le sous-entendu de suspicion. J'habite à côté. Quand Liam était malade l'autre nuit, je les ai emmenés à l'hôpital. C'est très serviable de votre part, dit Esha. Émilie grimaça à l'insistance marquée sur le mot « serviable ». Je devrais y aller, dit Nathan en posant le sac de nourriture sur la table d'Émilie. Ravi de vous rencontrer, Esha. Après son départ, Esha se tourna vers Émilie, sourcils levés. Ok,
accouche. Dis-moi tout. Émilie lui raconta toute l'histoire, l'abandon d'Ethan, la perte de l'appartement, l'arrivée au motel, la fièvre de Liam, la gentillesse de Nathan. Elle omit la partie concernant ses sentiments grandissants, mais elle avait le pressentiment qu'Aisha lisait entre les lignes. Donc, ce petit blanc friqué se trouvait par hasard dans la chambre d'Accent grave côté quand tu avais besoin d'aide, demanda Aisha quand Émilie eut fini. Ce n'est pas comme ça. C'est comment alors? Parce que de là où je suis assise, ça ressemble à une femme vulnérable avec un bébé qui se fait charmer par un homme avec de l'argent et un complexe du sauveur. Nathan n'est pas comme ça, protesta Émilie. Mais même en le disant, elle voyait comment cela pouvait paraître de l'extérieur. Émilie, ma chérie, écoute-toi. Tu connais cet homme depuis 5 jours. 5 jours. Et tu le défends déjà comme si tu étais amoureuse de lui. Les mots frappèrent juste, et Émilie sentit ses joues brûler. Je ne le suis pas, oh mon Dieu. Tu le es. Tu es en train de craquer pour lui. Aisha s'assit lourdement sur l'une des chaises. S'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas désespéré à ce point. Désespéré? Tu es sans abri, fauché et seul avec un nouveau-né. Entre alors le beau mec mystérieux avec de l'argent et une belle voiture jouant au chevalier blanc. C'est digne d'un roman à l'eau de rose, mais ici c'est la vraie vie. Tu ne le connais pas, dit Émilie, la colère commençant à couver dans sa poitrine. Et toi non plus. C'est bien ça mon point. Qu'est-ce que tu sais vraiment de ce type? Son nom de famille? Où il travaille? Pourquoi il vit dans un motel au lieu du manoir auquel il appartient visiblement? Émilie ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Elle réalisa avec un malaise grandissant qu'elle ne savait vraiment pas grand-chose de Nathan au-delà de ce qu'il lui avait dit, et les gens pouvaient mentir. Sa femme l'a quitté, dit-elle faiblement. C'est qui le dit? Lui? Aisha se pencha en avant. Émilie, je vois ça tout le temps dans mon travail. Des femmes en situation vulnérable qui s'engagent avec des hommes qui semblent être une bénédiction mais qui s'avèrent être des prédateurs. Nathan n'est pas un prédateur. Comment tu le sais? Parce qu'il t'a acheté des courses. Parce qu'il a payé des factures d'hôpital. Ma chérie, c'est exactement comme ça que les prédateurs opèrent. Ils trouvent des femmes désespérées et ils les bombardent d'amour jusqu'à ce que ces femmes soient si reconnaissantes qu'elles feraient n'importe quoi. Émilie se sentit nauséeuse. Était-ce ce qui se passait? Avait-elle été si assoiffée de gentillesse qu'elle avait confondu manipulation et sentiments sincères? J'ai besoin que tu me promettes quelque chose, dit Aisha en prenant les mains d'Émilie. Promets-moi que tu seras prudente. Que tu ne prendras aucune grande décision à propos de ce type tant que tu n'en sauras pas plus sur qui il est vraiment. Avant qu'Émilie ne puisse répondre, Liam se réveilla avec un cri qui escalada rapidement en détresse totale. Émilie le prit dans ses bras, mais il était clairement affamé et en colère. Je dois le nourrir, dit-elle. Vas-y. Je vais me faire du café. Émilie s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre pour allaiter Liam, mais il était agité et ne prenait pas bien le sein. Son stress affectait sa production de lait, et la frustration de Liam montait. Allez, bébé, murmura-t-elle en réessayant. S'il te plaît, mange. Mais Liam continua de pleurer, arquant le dos et refusant de téter. Émilie sentit des larmes de frustration couler. Il n'est pas comme ça d'habitude, dit-elle à Aisha. Quelque chose ne va pas, il ressent peut-être ton stress. Les bébés sont sensibles aux émotions de leur mère. Cela fit se sentir Émilie encore plus mal. Non seulement elle était une idiote potentiellement naïve qui était tombée amoureuse du premier homme à lui montrer de la gentillesse, mais maintenant son manque de jugement affectait sa capacité à s'occuper de son fils. On frappa de nouveau à la porte, et la voix de Nathan retentit. Émilie, tout va bien? J'entends Liam pleurer. On va bien, cria Émilie. Mais sa voix tremblait. La porte s'ouvrit quand même, elle avait oublié de la verrouiller et Nathan entra, analysant la scène, Émilie en pleurs essayant de calmer un bébé hurlant, Aisha observant d'un œil désapprobateur. Qu'est-ce que je peux faire? Demanda Nathan, et cette offre simple brisa quelque chose dans la poitrine d'Émilie. Rien, dit Aisha fermement. C'est une affaire de famille. Mais Nathan l'ignora, s'approchant d'Émilie. Je peux? Demanda-t-il en désignant Liam. Émilie le lui tendit, et presque immédiatement, Liam commença à se calmer. Nathan le tenait avec expertise désormais, ayant appris ces derniers jours, et commença ce doux bercement que Liam adorait. « Eh, petit bonhomme, dit doucement Nathan.
C'est quoi tout ce raffut? En quelques minutes, Liam était calme, levant vers Nathan ses yeux de bébé confiant. Comment as-tu fait ça? Demanda Emily. Parfois, les bébés ont juste besoin d'une autre paire de bras, dit Nathan. Tiens, essaie de le nourrir maintenant. Cette fois, Liam prit le sein immédiatement et commença à manger avec contentement. Merci, dit doucement Emily. Toujours, répondit Nathan, et ce simple mot contenait tant de promesses qu'Emily sentit son cœur faire un bond. Esha observa tout cet échange avec les yeux plissés. Après le départ de Nathan, elle se tourna vers Emily avec un regard mi-inquiet, mi-colérique. Cet homme vient d'entrer dans ta chambre sans permission, dit-elle. J'avais oublié de fermer à clé. Il a supposé qu'il avait le droit d'entrer. Il a supposé qu'il avait le droit de prendre ton bébé sans qu'on le lui demande. Ce sont des signaux d'alarme, Emily. Il essayait d'aider. Peut-être. Ou peut-être qu'il établissait sa dominance. Me montrant qu'il a plus d'influence sur ton bébé que moi. Plus d'accès à ta vie que ta plus vieille amie. Emily sentit la confusion et le doute tourbillonner dans son estomac. Tu surinterprètes. Vraiment? Ou est-ce toi qui n'interprètes pas assez parce que tu es trop reconnaissante pour penser clairement? La question resta suspendue dans l'air comme un défi. Emily baissa les yeux vers Liam, qui tétait paisiblement maintenant, parfaitement content. Était-elle naïve? Son jugement était-il compromis par le désespoir et la solitude? Je veux que tu fasses quelque chose pour moi, dit Esha. Je veux que tu découvres qui est vraiment ce type, son nom complet, où il travaille, s'il est vraiment divorcé, séparé ou s'il ment complètement. Tu peux faire ça, Emily? Pour le bien de Liam, si ce n'est pour le tien. Emily croisa le regard de son amie et y vit une peur sincère. Esha n'essayait pas de gâcher son bonheur. Elle essayait de la protéger. D'accord, dit finalement Emily. Je vais me renseigner sur lui. Bien. Et d'ici là, s'il te plaît, sois prudente. Ne le laisse pas s'approcher trop près. Ne le laisse pas se rendre indispensable. Garde ta garde haute. Après le départ d'Esha, Emily resta assise dans la pénombre grandissante de sa chambre de motel, tenant Liam et se sentant plus confuse que jamais. Tout ce qu'Esha avait dit était logique, mais cela sonnait faux d'une manière qu'elle ne pouvait articuler. Nathan ne lui avait jamais mis la pression ni ne s'était montré exigeant. Il n'avait jamais rien demandé en échange de son aide. Quand il la regardait, elle ne voyait ni calcul ni manipulation. Elle voyait une attention sincère, une véritable affection. Mais encore une fois, si elle était si facile à duper, reconnaîtrait-elle la manipulation si elle l'avait sous les yeux? Cette nuit-là, en entendant Nathan bouger dans la chambre voisine, Emily prit une décision. Elle découvrirait qui était vraiment Nathaniel Brooks. Elle devait la vérité à Liam et à elle-même. Elle espérait juste que la vérité ne détruirait pas la première bonne chose qui lui arrivait depuis la naissance de Liam. Chapitre 6, Secret dans l'ombre. Les résultats de la recherche Google pour « Nathaniel Brooks Washington DC » frappèrent Emily comme la foudre, illuminant tout en réduisant son monde en cendres. Elle fixait l'écran de son téléphone dans la chambre sombre, Liam dormant à ses côtés. Le premier résultat était un article économique du Washington Post datant d'il y a 6 mois, avec une photo qui était indubitablement celle de Nathan, bien qu'il y parût métamorphosé, soigné, puissant, portant un costume qui valait probablement plus que sa voiture à elle. Le magnate de l'immobilier Nathaniel Brooks conclut un accord de développement mixte de 50 millions de dollars, disait le titre. 50 millions. Les mains d'Emily tremblaient alors qu'elle faisait défiler article après article. Nathan n'était pas seulement riche, il faisait partie de l'élite de Washington. Son entreprise, Brooks Développement, était à l'origine de certains des plus grands projets de rénovation urbaine de la région de DC. Sa fortune personnelle était estimée à des centaines de millions. Les photos le montraient à des galas de charité, des levées de fonds politiques, des événements mondains, toujours avec la même femme, une blonde éblouissante aux pommettes saillantes et au sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Laura Brooks. Selon les légendes, directrice des relations publiques, philanthrope, mondaine. Emily trouva l'annonce de leur mariage datant de 5 ans dans la rubrique style du Poste. L'article se lisait comme un conte de fées. 2 familles éminentes de DC s'unissant, une réception au Kennedy Center, une lune de miel aux Maldives. La robe de la mariée était une Vera Wang. Les fleurs seules avaient probablement coûté plus que ce qu'Emily gagnait en un an. Mais ce fut l'article le plus récent qui lui glaça le sang, daté d'à accent grave peine 5 jours.
Le couple influe Brox annonce sa séparation. L'article était bref mais dévastateur. Le promoteur immobilier Nathaniel Brox III et la directrice des relations publiques Laura Brox ont annoncé leur intention de divorcer après 5 ans de mariage. Le couple a cité des différends irréconciliables. Madame Brox conservera son nom de jeune fille à des fins professionnelles. Les deux parties ont refusé tout autre commentaire. 5 jours. Nathan était séparé de sa femme depuis exactement 5 jours lorsqu'il avait emménagé dans la chambre de motel voisine de la sienne. L'esprit d'Émilie s'emballa. Tout ce qu'il lui avait dit était vrai, mais l'échelle était bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Il n'était pas juste un homme d'affaires prospère traversant un divorce. Il était une royauté de Washington, s'encanaillant dans un motel bon marché pour des raisons qu'elle ne pouvait commencer à comprendre. Pourquoi un homme valant des centaines de millions de dollars resterait-il au Sunset Motel? Pourquoi se soucierait-il d'aider une mère célibataire fauchée et son bébé? Que pouvait-elle bien offrir à quelqu'un qui pouvait s'offrir tout ce qu'il voulait? Les doutes semés par Esha se transformèrent en paranoïa totale. Était-ce une sorte de jeu pour lui? Était-elle un divertissement, une distraction de sa vraie vie? Quand il s'ennuierait, ou quand son divorce serait finalisé, retournerait-il dans son pantouse en la laissant avec un cœur brisé et de faux espoirs? Émilie était si perdue dans sa spirale de pensée qu'elle manqua presque le bruit de pas devant sa porte, des pas lourds et instables qui s'arrêtèrent juste devant sa chambre. Émilie. La voix était pâteuse, en colère, et d'une familiarité déchirante. Émilie, je sais que tu es là-dedans. Ethan. Le sang d'Émilie se figea. Elle attrapa son téléphone et se déplaça silencieusement vers la fenêtre, regardant à travers le rideau. Ethan était debout sur le parking, vacillant légèrement, visiblement ivre. Il martelait sa porte d'un poing et tenait ce qui ressemblait à une bouteille de l'autre. « Ouvre la porte, monsieur, je veux voir mon fils. » Liam remua au bruit mais ne se réveilla pas complètement. Émilie retint son souffle, espérant qu'Ethan abandonnerait et partirait. « Je sais que tu es là. » hurla Ethan plus fort. « Ruth m'a dit quelle chambre. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mon gamin. » Le cœur d'Émilie sombra. Ruth n'aurait jamais donné cette information volontairement, ce qui signifiait qu'Ethan l'avait soit piégé, soit menacé. Dans les deux cas, le refuge d'Émilie était compromis. « Émilie, je ne pars pas tant que tu n'ouvres pas cette porte. » Les coups redoublèrent. Assez fort pour que Liam se réveille en pleurant de sursaut. Émilie le prit rapidement dans ses bras, essayant de l'apaiser tandis que son esprit passait en revue les options. Elle pouvait appeler la police, mais Ethan ne faisait techniquement rien d'illégal pour l'instant. Elle pouvait essayer de s'enfuir par l'arrière, mais il n'y avait pas de sortie arrière dans les chambres. C'est ça. Réveille-le. La voix d'Ethan devenait plus agressive. Réveille mon fils pour qu'il puisse voir son papa. Émilie entendit une autre porte s'ouvrir, et la voix de Nathan coupa l'air nocturne. Excusez-moi, il est un peu tard pour ce genre de bruit. C'est qui, putain, demanda Ethan. Je suis le voisin qui essaie de dormir. Peut-être pourriez-vous emmener ça ailleurs. Émilie pressa son visage contre la vitre, observant la confrontation. Nathan s'était positionné entre Ethan et sa porte, et bien qu'il fût plus petit et plus léger qu'Ethan, quelque chose dans sa posture dégageait une confiance absolue. C'est une affaire de famille, bafouilla Ethan. Ma femme et mon gamin sont là-dedans. Ex-femme, corrigea Nathan calmement. Et si elle voulait vous parler, j'imagine qu'elle aurait ouvert la porte maintenant. Tigrec connaît rien, le Richard. Émilie vit Ethan remarquer les vêtements coûteux de Nathan, vit le calcul dans ses yeux. Ethan avait toujours été doué pour lire le statut social des gens et ajuster son comportement en conséquence. Habituellement, il devenait plus déférent envers les gens manifestement riches. Ce soir, ivre et en colère, il semblait aller dans la direction opposée. « J'en sais assez, dit Nathan. Je sais qu'il est 2 heures du matin, que vous êtes ivre, et que vous effrayez une femme et un bébé. Cette femme est mon épouse, et ce bébé est mon fils, et j'ai des droits. Vous avez le droit de déposer les documents juridiques appropriés via le système judiciaire, dit Nathan, avec cette diction précise qui suggérait qu'il avait l'habitude des affaires légales. Vous n'avez pas le droit de débarquer ivre et de tambouriner aux portes au milieu de la nuit. Ethan s'approcha de Nathan, utilisant sa taille pour tenter de l'intimider. Tu couches avec ma femme, le Richard? C'est pour ça que t'es si intéressé à la protéger? Émilie vit la mâchoire de Nathan se serrer, mais sa voix resta égale. Je pense que vous devriez partir.
Je pense que tu devrais te mêler de tes affaires. Elle est mon affaire. Les mots frappèrent Émilie comme un coup physique. La possessivité dans la voix de Nathan, la façon désinvolte dont il avait revendiqué la situation, c'était exactement ce dont Écha l'avait averti. « Oh, je vois le genre », dit Ethan avec un rire méchant. « Tu t'es trouvé un petit cas social pour ta charité. » La pauvre fille noire avec un bébé. Probablement très reconnaissante pour tout ce que tu veux bien lui jeter. « Arrêtez de parler, » dit Nathan, et pour la première fois, il y eut une réelle menace dans sa voix. « La vérité blesse ? Tu aimes jouer au sauveur pour les pauvres ? Ça te donne l'impression d'être un grand homme ?» Émilie vit les mains de Nathan se serrer en poing, le vit faire un pas en avant qui fit reculer Ethan instinctivement malgré son avantage de taille. « Je ne vais le dire qu'une fois, » dit Nathan doucement. « Partez maintenant. Ne revenez pas. Si vous voulez voir votre fils, faites-le par le biais d'avocats et de tribunaux comme un être humain civilisé. Tu me menaces ? Je vous éduque. Ce motel a des caméras de sécurité. Vous êtes ivre. Vous êtes sur une propriété privée, et vous harcelez les locataires. Un coup de fil et la police débarque, et je vous garantis que vous ne voulez pas expliquer à un juge des affaires familiales pourquoi vous avez été arrêté pour ivresse et trouble à l'ordre public devant la chambre de votre fils en bas âge. Ethan vacilla, essayant clairement de traiter cela à travers son cerveau embrumé par l'alcool. Émilie pouvait le voir peser ses options, calculant si sa colère valait les conséquences juridiques potentielles. « C'est pas fini », dit-il finalement, mais il reculait déjà vers sa voiture. « Si, ça l'est », répondit Nathan. « C'est fini depuis que vous avez abandonné votre famille. » Après le départ d'Ethan, zigzagant légèrement en sortant du parking, Nathan resta devant la porte d'Émilie un long moment. « Émilie » appela-t-il doucement. « Est-ce que ça va ?» Émilie ouvrit la porte, tenant toujours Liam, ses mains tremblant d'adrénaline résiduelle. « Merci, dit-elle. Je ne sais pas ce qui se serait passé si tu n'avais pas tué blessé. Il t'a fait mal ? Non, il n'est jamais entré, mais il était si en colère et ivre, et j'avais peur. Nathan s'approcha, et Émilie saisit une bouffée de son eau de Cologne. Cher, subtil, le genre d'odeur qui provenait probablement d'un flacon coûtant plus que son loyer. Il ne reviendra pas ce soir, dit Nathan. Mais Émilie, tu dois obtenir une ordonnance restrictive demain. Cela ne peut pas se reproduire. Je sais. C'est juste que je n'ai pas d'argent pour un avocat, et je ne sais pas comment fonctionne le système judiciaire, et je vais t'aider. Je connais des avocats, des bons. Et c'était là, encore. La supposition facile que son argent pouvait résoudre ses problèmes, l'offre désinvolte d'une aide coûteuse. Émilie repensa aux résultats de recherche Google, aux photos mondaines, aux avertissements des chats. Pourquoi, demanda-t-elle soudainement. Pourquoi quoi? Pourquoi tu m'aides? Pourquoi tu te soucies de ce qui nous arrive, à Liam et moi? Nathan sembla déconcerté par la question. Je te l'ai dit. Je tiens à vous deux. Mais pourquoi? J'ai fait des recherches sur toi, Nathan. Je sais qui tu es. Tu pèses des centaines de millions de dollars. Tu pourrais être n'importe où, faire n'importe quoi. Pourquoi es-tu dans ce motel? Pourquoi t'intéresses-tu à une mère célibataire fauchée que tu as rencontrée il y a 5 jours? Elle surveilla son visage attentivement, cherchant tout signe de tromperie ou de calcul. Au lieu de cela, elle vit quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Tu as fait des recherches sur moi, dit-il doucement. Il le fallait. Mon ami m'a fait réaliser que je ne sais rien de toi. Et qu'as-tu trouvé? Que tu as bien plus de succès que tu ne le laisses entendre. Que ton divorce a été annoncé dans le Washington Post. Que tu évolues dans des cercles que je ne peux même pas imaginer. Nathan resta silencieux un long moment, étudiant son visage. Et maintenant tu penses que je suis quoi? Que je joue avec toi? Que je me divertis? Je ne sais pas quoi penser. Pourquoi quelqu'un comme toi voudrait-il avoir affaire à quelqu'un comme moi? Quelqu'un comme moi? Répéta Nathan, sa voix durcissant. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tu sais ce que ça veut dire. Je n'ai rien à t'offrir. Rien que tu ne puisses obtenir ailleurs. En mieux, de la part de gens de ta propre classe sociale. Est-ce vraiment ce que tu penses? Que je suis ici parce que je m'ennuie ou parce que j'éprouve une sorte de frisson à aider les pauvres? Je ne sais pas, dit Émilie, et elle détesta la petitesse de sa voix.
Peut-être. Nathan la fixa un long moment, et Émilie vit quelque chose mourir dans ses yeux. Je vois, dit-il finalement. Eh bien, merci pour ton honnêteté. Il se tourna pour retourner dans sa chambre, et Émilie sentit la panique monter dans sa gorge. Nathan, attends. Non, c'est bon. Tu as probablement raison d'être méfiante. Je suis sûr que ton ami t'a donné d'excellents conseils sur les hommes comme moi. Ce n'est pas bonne nuit, Émilie. Verrouille ta porte. Il entra dans sa chambre et ferma fermement la porte derrière lui, laissant Émilie seule sur le parking avec Liam dans ses bras et le goût amer du regret dans la bouche. Elle avait voulu la vérité, et maintenant elle l'avait. Nathan était exactement celui que la recherche Google avait décrit. Il était riche, puissant, connecté. La question était de savoir si cela le rendait dangereux ou simplement désespérément hors de sa portée. Alors qu'elle verrouillait sa porte et réinstallait Liam dans son lit de fortune, Émilie réalisa que connaître la valeur nette de Nathan n'avait répondu à aucune des questions qui comptaient vraiment. Elle ne savait toujours pas pourquoi il était là, pourquoi il s'en souciait, ou si ses sentiments pour elle étaient réels. Tout ce qu'elle savait, c'est que le repousser avait donné l'impression d'arracher quelque chose de vital de sa poitrine, et le silence venant de la chambre 25 était assourdissant. Chapitre 7, les cœurs ne mentent pas, même quand nous le faisons. Pendant 3 jours, le silence de la chambre 25 fut si absolu qu'Émilie commença à se demander si Nathan n'avait pas disparu pour retourner à sa vraie vie, la laissant avec rien d'autre que des résultats de recherche Google et le fantôme de son expression blessée. Elle ne l'avait pas aperçu une seule fois depuis leur confrontation sur le parking. Pas de café apparaissant mystérieusement à sa porte. Pas de course matérialisée. Pas de coup discret quand Liam était agité. C'était comme si Nathan Brox n'avait jamais existé, à l'exception de la Mercedes noire qui restait garée devant sa chambre comme un monument coûteux à ce qu'elle avait détruit. Émilie se disait que c'était pour le mieux. Esha avait eu raison. Elle était trop vulnérable, trop reconnaissante, trop prête à confondre charité et sentiments sincères. Un homme avec les ressources de Nathan n'avait besoin d'elle pour rien de réel. Une fois la nouveauté dissipée, une fois son divorce finalisé et sa vie revenue à la normale, il serait passé à autre chose de toute façon. Mais alors qu'elle promenait Liam sur le parking à 2 heures du matin parce qu'il faisait ses dents et était malheureux, elle se surprenait à fixer la fenêtre sombre de Nathan en se demandant si elle n'avait pas commis la plus grosse erreur de sa vie. Le jeudi matin, Ruth frappa à sa porte avec un thermos de café et un regard entendu. « Ma chérie, toi et cet homme devez arrêter d'agir comme des enfants et vous parler, dit-elle sans préambule. « Je ne vois pas de quoi tu parles, mentit Émilie. Ma fille, je gère cet endroit depuis 15 ans. Je connais le bruit de 2 personnes malheureuses dans des chambres voisines. Quoi qu'il se soit passé entre vous deux, réglez ça. C'est compliqué, Ruth. L'amour l'est toujours. Mais cet homme n'a pas quitté sa chambre sauf pour aller chercher à manger, et toi tu pleures quand tu penses que personne ne peut t'entendre. Pendant ce temps, ce beau bébé absorbe toute cette tension. » Émilie jeta un coup d'œil à Liam, qui était effectivement plus difficile que d'habitude, comme s'il pouvait sentir le tumulte émotionnel autour de lui. « Il est trop bien pour moi, dit doucement Émilie. Il est riche, Ruth. Vraiment riche. Je l'ai cherché sur Internet. » Ruth émit un petit rire méprisant. « Ma chérie, j'ai su que ce garçon avait de l'argent à la minute où il est entré ici. Tu crois que je ne reconnais pas une montre à 50 000 $ quand j'en vois une? Au moins. » Couina Émilie. « Mais tu sais ce que je vois aussi? Je vois un homme qui te parle comme si tu avais décroché la lune. Je vois quelqu'un qui tient ce bébé comme s'il était en or. Je vois une personne qui a été plus heureuse la semaine passée qu'elle ne l'a probablement été depuis des années. La seule différence entre toi et lui, c'est la taille de vos comptes en banque. Et chérie, ce ne sont que des chiffres sur du papier. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a là-dedans. » Ruth tapota sa poitrine au niveau du cœur. Ne laisse pas la peur gâcher quelque chose de beau. Après le départ de Ruth, Émilie passa la journée à lutter contre le doute et le désir à parts égales. Chaque bruit venant d'un accent grave côté faisait battre son cœur, espérant que Nathan fasse un geste, mais le silence s'étirait, et le soir venu, elle se sentait vidée par le regret. C'est alors que la pluie commença. Elle débuta par un doux tapotement mais escalada rapidement en une véritable tempête. À 20 heures, le tonnerre faisait trembler les fenêtres et les éclairs transformaient le parking en une discothèque d'ombre. Liam, déjà grincheux à cause de ses dents, devint inconsolable. Émilie essaya tout, le nourrir, le promener, lui chanter des chansons,
lui donner des jouets de dentition. Mais la combinaison de son inconfort et de l'orage bruyant l'avait plongé en mode crise totale. Ses cris étaient perçants, désespérés, le genre qui donnait à Émilie l'impression d'échouer en tant que mère. « S'il te plaît, bébé » murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Maman ne sait plus quoi faire. Elle le promenait dans la petite pièce pour la 100e fois lorsqu'un coup de tonnerre particulièrement fort fit atteindre au hurlement de Liam un nouveau niveau de détresse. À travers ses propres larmes et son épuisement, Émilie entendit quelque chose qui la fit se figer. Du piano. Doux, tendre, à peine audible par-dessus l'orage et les pleurs de Liam, mais provenant indubitablement de la chambre 25. Quelqu'un jouait du piano, et la mélodie était d'une beauté obsédante, une berceuse qu'elle ne reconnaissait pas mais qui semblait parler directement à son cœur fracturé. Émilie se rapprocha du mur, tenant toujours Liam hurlant, et y pressa son oreille. La musique était plus claire ici, et elle réalisa que Nathan devait avoir une sorte de clavier électronique dans sa chambre. La mélodie était complexe mais apaisante, le genre de choses qui témoignait d'années de pratique et d'un talent authentique. Presque miraculeusement, les pleurs de Liam commencèrent à s'apaiser, pas à s'arrêter complètement, mais à s'estomper en reniflements et hoquets, comme si lui aussi écoutait la musique. « Tu entends ça, bébé » murmura Émilie. « Quelqu'un joue juste pour toi. » La berceuse continua pendant près de 10 minutes, douce et répétitive, et incroyablement belle. Au moment où elle se termina, Liam dormait dans les bras d'Émilie, enfin paisible. Émilie resta près du mur un long moment après l'arrêt de la musique, tenant son fils endormi et sentant quelque chose se briser dans sa poitrine. Nathan était toujours là, se souciant toujours assez d'eux pour jouer des berceuses à travers le mur quand il entendait Liam pleurer, essayant toujours d'aider, même après qu'elle l'eût accusé d'avoir des arrière-pensées. Avant de perdre son courage, Émilie installa Liam dans son berceau et frappa doucement à la porte de Nathan. « Nathan » appela-t-elle doucement. « Je sais que tu es là. » Silence. La musique était magnifique. Liam a adoré. Encore le silence. Mais Émilie crut entendre du mouvement à l'intérieur. « Je te dois des excuses, dit-elle à la porte close. J'ai eu peur, et je m'en suis prise à toi, et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Toujours rien. S'il te plaît, dit Émilie, la voix brisée. Je sais que je t'ai blessé, mais j'ai besoin d'expliquer. Après ce qui sembla une éternité, la porte s'ouvrit. Nathan se tenait là en jean et t-shirt, les cheveux en bataille comme s'il y avait passé la main maintes fois. Il avait l'air fatigué, sur ses gardes, rien à voir avec l'homme ouvert et chaleureux qu'elle avait appris à connaître. « Qu'est-ce que tu veux, Émilie ? T'excuser ? Expliquer ?» Elle prit une inspiration tremblante. « Te dire la vérité ?» Nathan étudia son visage un instant, puis s'écarta pour la laisser entrer. L'espace était identique au sien, mais l'ambiance y était complètement différente. Il y avait en effet un petit clavier électronique installé sur la table, ainsi qu'un ordinateur portable et des piles de papier. Le lit était défait, et des contenants vides suggéraient qu'il vivait de livraison depuis des jours. « Tu joues du piano, dit Émilie. Depuis que j'ai 5 ans. Ma mère a insisté pour les leçons. C'était magnifique. Tu as calmé Liam quand je ne le pouvais pas. Nathan haussa les épaules. Je l'ai entendu pleurer. J'ai pensé que ça pourrait t'aider. Émilie sentit de nouvelles larmes menacées. Même quand il était en colère contre elle. Même quand elle l'avait blessé, il avait quand même essayé d'aider son fils. Nathan, je suis désolé. Je suis tellement désolé pour ce que j'ai dit. Pour la façon dont j'ai agi. Pour quelle partie es-tu désolé ? D'avoir fait des recherches sur moi ? D'avoir découvert qui je suis vraiment ? Ou d'avoir décidé que mon compte en banque me rend indigne de confiance ? Je suis désolé d'avoir eu peur, dit Émilie doucement. Je suis désolé d'avoir laissé les voix d'autres personnes compter plus que mon propre instinct. Ton amie veillait juste sur toi. C'est vrai. Mais elle ne te connaît pas. Et je. Émilie lutta pour trouver les mots. J'ai eu peur parce que ce que nous avons semble trop beau pour être vrai. J'ai eu peur parce que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Et ça me terrifie. Nathan s'immobilisa. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit que je tombe amoureuse de toi, répéta Émilie, la voix plus forte maintenant. Je tombe amoureuse d'un homme qui joue des berceuses pour mon fils à travers les murs d'un motel, qui nous conduit à l'hôpital à 2 heures du matin sans qu'on le lui demande, qui s'interpose entre mon ex-mari ivre et ma porte comme si c'était la chose la plus naturelle au monde.
Je tombe amoureuse de quelqu'un qui tient Liam comme s'il était précieux, qui me fait sentir que je ne suis plus seule là-dedans, qui me regarde comme si j'étais belle, même quand je suis épuisée et effrayée et que je n'ai rien à offrir. Tu as tout à offrir, dit Nathan avec ferveur. Vraiment? Parce que quand j'ai découvert qui tu étais réellement, tout ce que je pouvais penser c'est que je ne suis rien comparé à ta vraie vie. Je suis une mère célibataire fauchée vivant dans un motel. Tu es l'élite de Washington. Tu appartiens à un monde que je ne peux même pas imaginer. Ce monde est de la merde, dit Nathan avec plus de véhémence qu'elle n'en avait jamais entendu de sa part. Ce monde est plein de gens comme Laura, qui mesurent tout au statut et à l'argent, et à qui porte quelle robe de créateur à quel gala de charité. Ce monde est la raison pour laquelle je ne savais pas à quoi ressemblait le véritable amour jusqu'à ce que je t'entende chanter pour ton fils. Émilie le dévisagea. Quoi? Tu veux savoir pourquoi je suis vraiment ici, Émilie? Pourquoi je me cache dans ce motel au lieu de me battre pour mon entreprise ou mon pantouse ou toutes ces choses qui comptaient pour moi? Elle hocha la tête. Parce que quand j'ai trouvé Laura avec Ryan, quand mon mariage a explosé et que mon partenariat commercial a implosé et que toute ma vie s'est effondrée, j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de qui j'étais sous tout cet argent et ce statut. J'ai réalisé que j'avais construit toute mon identité autour de choses qui pouvaient m'être enlevées. Nathan se déplaça vers la fenêtre, regardant l'orage. Je suis venu ici parce que j'avais besoin de comprendre qui est Nathaniel Brooks quand on enlève la valeur nette, l'empire immobilier et les connexions sociales. Et puis je t'ai rencontré. Nathan, tu veux savoir ce que tu as à offrir? Il se retourna vers elle, les yeux brillants de larmes non versées. Tu as l'authenticité. Tu as le genre d'amour qui marcherait jusqu'à l'hôpital à 2 heures du matin s'il le fallait pour aider ton enfant. Tu as une force que je n'ai jamais vue auparavant, la force de recommencer à zéro avec rien, de faire confiance à un étranger, de continuer quand tout s'effondre. Ce n'est pas spécial. C'est juste de la survie. Non, ce n'est pas ça. C'est de la grâce sous la pression. C'est choisir l'espoir quand tu as toutes les raisons de désespérer. C'est la chose la plus belle dont j'ai jamais été témoin. Émilie sentit les larmes déborder. J'avais tellement peur que tu joues simplement un jeu, que je sois une sorte de projet caritatif. Et j'avais peur que tu comprennes que j'ai plus besoin de toi que tu n'as besoin de moi. Nathan s'approcha. Émilie, sans toi et Liam, je suis juste un type riche avec des complexes paternels et un mariage raté. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu m'as montré à quoi ressemble le véritable amour, à quoi ressemble une famille, ce qui compte vraiment. Avant de te rencontrer, je pensais que le succès consistait à construire des bâtiments plus grands et à gagner plus d'argent. Maintenant je sais que c'est rentrer chez soi auprès de quelqu'un qui est sincèrement heureux de te voir. La pluie martelait toujours les fenêtres, mais à l'intérieur de la chambre, tout semblait calme et chargé de possibles. Où est-ce que ça nous mène? Demanda doucement Émilie. Je ne sais pas, admit Nathan. Je sais que je t'aime. Je sais que j'aime Liam. Je sais que je veux construire quelque chose de réel avec toi, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'argent ou le statut ou ce que les autres pensent. Même si nous venons de mondes complètement différents. Nous ne venons pas de mondes différents. Nous venons tous les deux du monde des gens qui ont été blessés et qui essaient de comprendre comment faire confiance à nouveau. Tout le reste, ce ne sont que des détails. Émilie regarda cet homme qui avait eu tous les avantages matériels dans la vie mais qui avait quand même fini brisé et seul dans une chambre de motel, tout comme elle. Elle pensa aux avertissements des chats, aux défis bien réels que leurs milieux différents créeraient. Mais elle pensa aussi à la façon dont Nathan regardait Liam, à la façon dont il avait joué des berceuses à travers le mur, à la façon dont il s'était dressé contre Ethan sans qu'on le lui demande. « Je t'aime aussi, dit-elle doucement. Nathan traversa la pièce en 2 enjambées et prit son visage entre ses mains. « Tu es sûr? Parce qu'une fois qu'on fait ça, une fois qu'on essaie de construire quelque chose ensemble, je m'investis à fond. Je ne veux pas être ton filet de sécurité ou ta solution financière. Je veux être ton partenaire. À quoi ça ressemble? Je ne sais pas. On trouvera en chemin. » Le pouce de Nathan traça le contour de sa pommette. « Je veux l'éternité avec toi. Je veux adopter Liam officiellement. Je veux avoir d'autres enfants ensemble. Je veux me réveiller à côté de toi quand nous aurons 60 ans et me sentir toujours comme l'homme le plus chanceux du monde. C'est un grand saut pour une semaine dans un motel. Parfois l'amour ne suit pas un calendrier raisonnable. » Émilie scruta son visage et n'y vit rien d'autre que de la sincérité, aucun calcul, aucun agenda caché,
juste un homme qui avait été aussi brisé qu'elle et qui avait, d'une manière ou d'une autre, trouvé la guérison dans leur connexion impossible. D'accord, chuchota TL. D'accord, trouvons en chemin. Quand Nathan l'embrassa, ce fut comme rentrer dans un foyer où elle n'était jamais allée mais qu'elle avait toujours cherché. Dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur, enveloppés dans les bras l'un de l'autre, Émilie comprit enfin ce que signifiait choisir l'amour plutôt que la peur. Ils allaient s'en sortir. Mieux que ça. Ils allaient être extraordinaires. Chapitre 8, le courage de tomber. Émilie se réveilla dans les bras de Nathan pour la première fois au son de quelqu'un martelant la porte du bureau du motel comme s'il avait l'intention de l'enfoncer. Pendant un moment désorientant, elle fut confuse par la chambre inconnue, par le poids du bras de Nathan autour de sa taille, par l'odeur persistante de son eau de Cologne sur l'oreiller sous sa joue. Ils avaient parlé jusqu'au lever du soleil après leur réconciliation émouvante, s'endormant finalement tout habillés sur les couvertures, se tenant l'un l'autre comme des ancres dans une tempête. Les coups continuèrent, suivis de cris étouffés. Émilie vérifia son téléphone. 8h30, Liam dormait encore paisiblement dans son lit portable, qu'ils avaient déplacé dans la chambre de Nathan à un moment donné durant la nuit. « C'est quoi ce bordel ?» marmonna Nathan, s'asseyant et passant une main dans ses cheveux ébouriffés. À travers les murs fins, il pouvait entendre la voix de Ruth, calme mais ferme. « Monsieur, je dois vous demander de baisser la voix. Vous dérangez les autres clients. » « Je m'en fous des autres clients. Je veux savoir dans quelle chambre est ma femme. » Ethan. Le sang d'Émilie se figea. « Monsieur, je ne peux pas donner d'informations sur nos clients. Si vous souhaitez contacter quelqu'un qui séjourne ici, vous êtes libre de les appeler vous-même. Écoutez, ma petite dame, je sais qu'elle est là. J'ai vu sa voiture sur le parking. Chambre 24, c'est ça? C'est là qu'elle est. » Émilie était déjà sortie du lit, se dirigeant vers la fenêtre pour regarder à travers le rideau. Ethan était debout devant le bureau du motel, mais il n'était pas seul. Il y avait un autre homme avec lui, plus âgé, portant un costume bon marché et tenant une mallette. Derrière eux se trouvait une femme qu'Émilie ne reconnaissait pas, prenant des notes sur un porte-bloc. « Nathan » chuchota Émilie avec urgence. « Ils sont 3. Ethan a amené des gens avec lui. » Nathan fut à ses côtés en un instant, regardant par-dessus son épaule. Son expression s'assombrit quand il vit la scène dehors. L'homme en costume est probablement un avocat, dit-il d'un ton sinistre, et la femme pourrait être une assistante sociale. Une assistante sociale? Pourquoi Ethan amènerait-il une assistante sociale? Avant que Nathan ne puisse répondre, on frappa sèchement à leur porte. Emily Larson? La voix était féminine, professionnelle, inconnue. Ici Linda est des services de l'enfance et de la famille de décès. Je dois vous parler concernant une inquiétude sur la garde qui a été déposée. Émilie sentit le monde basculer. Inquiétude sur la garde. J'ai ici une ordonnance du tribunal exigeant une visite de contrôle pour l'enfant mineur. Liam Reed. Veuillez ouvrir la porte, mademoiselle Larson. Émilie regarda Nathan avec panique. Qu'est-ce que je fais? Ouvre la porte, dit Nathan calmement. Fuir ne fera qu'aggraver les choses. Mais Émilie, laisse-moi parler. Tu ne peux pas. Ce n'est pas ton. Si, ça l'est. On est ensemble maintenant, tu te souviens? Ce qui t'affecte m'affecte. Les mains d'Émilie tremblaient en déverrouillant la porte. La femme debout à l'extérieur était d'âge moyen, portant un tailleur pantalon gris et le genre d'expression qui suggérait qu'elle avait tout vu 2 fois. Derrière elle, Ethan se tenait les bras croisés, l'air d'une suffisance satisfaite. Mademoiselle Larson, je suis Linda, assistante sociale au service de l'enfance et de la famille de décès. La femme montra un badge à l'allure officielle. Je dois effectuer une visite de contrôle concernant votre fils suite à un signalement déposé hier soir. Quel genre de signalement? Réussit à demander Émilie. Linda consulta son porte-bloc. Mademoiselle Larson, le signalement allègue que vous vivez dans des conditions insalubres, que vous cohabitez avec des individus inconnus, et que vous pourriez vous livrer à la prostitution pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre enfant. Quoi? La voix d'Émilie se brisa sous le choc et l'indignation. C'est une pure fabrication, dit Nathan avec fluidité, se plaçant aux côtés d'Émilie. Je suis Nathaniel Brox. Le compagnon d'Émilie. Je serais ravi de répondre à toutes vos questions. Les yeux de Linda s'agrandirent légèrement à la vue de Nathan, ses vêtements de luxe, son assurance,
cette aura indéniable de richesse et d'éducation. Et vous êtes, demanda-t-elle en prenant des notes. Comme je l'ai dit, le compagnon d'Emily. Je suis également un homme d'affaires prospère et je peux témoigner de la moralité et du bien-être d'Emily et de Liam. Ethan s'avança, le visage déformé par la colère. Compagnon? Emily, tu couches avec un type que tu viens à peine de rencontrer et tu oses me dire que tu es une mère apte? Monsieur Reed, dit Linda fermement. Laissez-moi gérer cela, s'il vous plaît. Mademoiselle Larson, puis-je voir l'enfant? L'instinct protecteur d'Emily s'enflamma. Il dort. Je ne veux pas le réveiller. Je crains de devoir m'assurer qu'il est en sécurité et en bonne santé. Cela ne prendra qu'un instant. N'ayant pas le choix, Emily guida le petit groupe vers la chambre de Nathan. Liam dormait paisiblement dans son berceau, les joues roses de santé, entouré de couvertures propres et d'articles pour bébé coûteux que Nathan avait discrètement accumulés au cours de la semaine passée. Linda s'approcha du berceau et prit des notes en observant Liam. Il semble bien nourri et propre. Quel âge a-t-il? 7 semaines, répondit Emily, la voix tremblante. Et son père est Monsieur Reed? Biologiquement, oui. Mais Ethan nous a abandonnés quand Liam avait 3 semaines. C'est faux. Protesta Ethan. Je suis parti temporairement parce qu'Emily se montrait déraisonnable concernant notre situation financière. J'essaie de reprendre contact avec mon fils depuis. En débarquant ivre à 2 heures du matin, demanda froidement Nathan. La tête de Linda se releva brusquement. Monsieur Reed s'est présenté ici en état d'ivresse? Il y a 3 nuits, confirma Nathan. Je suis intervenu lorsqu'il est devenu agressif et qu'il effrayait Emily et le bébé. Il ment? S'empressa de dire Ethan. Je suis venu voir mon fils et ce type m'a menacé. Ce fils de riche pense qu'il peut s'acheter une famille toute faite et évincer le vrai père. Ça suffit, trancha Linda sèchement. Elle se tourna vers Emily. Mademoiselle Larson. Depuis combien de temps résidez-vous dans ce motel? Environ 1 semaine et demie. Et avant cela? Emily sentit ses joues brûler de honte. Ethan a vidé notre appartement et notre compte en banque. Nous avons été expulsés. Donc, vous étiez sans domicile fixe? Nous avons toujours eu un abri sûr et propre, intervint Nathan. Je peux fournir des références de moralité. Des relevés financiers. Tout document nécessaire pour vérifier qu'Emily et Liam sont bien traités. Linda étudia Nathan avec une curiosité non dissimulée. Quelle est votre relation avec cette famille, Monsieur Brooks? Je les aime, répondit Nathan simplement. Et j'ai l'intention d'épouser Emily et d'adopter formellement Liam lorsque le moment sera venu. Ces mots frappèrent Emily comme la foudre. Ils avaient parlé d'avenir, oui. Mais c'était la première fois que Nathan disait quelque chose d'aussi concret devant témoin. Ethan explosa. Adopter mon fils? Il faudra me passer sur le corps. J'ai des droits. En fait, intervint l'avocat qui était resté silencieux jusqu'à présent, vous avez peut-être moins de droits que vous ne le pensez, Monsieur Reed. L'abandon d'un enfant mineur, surtout un nourrisson, est un motif de déchéance des droits parentaux à Washington DC. Je ne l'ai pas abandonné. J'essayais de régler notre situation financière. En prenant tout l'argent et en laissant votre femme et votre nouveau-né à la rue? L'avocat, qu'Emily réalisait maintenant ne pas être celui d'Ethan mais quelqu'un d'autre, haussa un sourcil. C'est une interprétation intéressante du mot « régler ». Linda observait l'échange avec un intérêt croissant. Excusez-moi, vous êtes? James Franklin. Avocat en droit de la famille. Je représente les intérêts de Monsieur Brooks et, par extension, ceux de Mademoiselle Larson et de son fils. Emily fixa James, sous le choc. Quand Nathan avait-il appelé un avocat? Comment avait-il organisé tout ça? James poursuivit avec fluidité, j'ai ici des documents prouvant que Monsieur Reed a retiré tous les biens matrimoniaux des comptes de la famille il y a environ 4 semaines, laissant Mademoiselle Larson sans ressources alors qu'elle se remettait encore de l'accouchement. J'ai également des témoignages concernant son apparition en état d'ébriété ici même, il y a 3 soirs. C'est. Commença Ethan avant de s'arrêter, réalisant clairement qu'il était dépassé. Linda regarda tour à tour les adultes dans la pièce, puis le bébé endormi. Monsieur Reed, le signalement que vous avez déposé suggère que vous êtes inquiet pour le bien-être de votre fils. Cependant, ce que je vois, c'est un nourrisson en bonne santé, bien soigné, dans un environnement propre et sûr,
avec une mère qui lui est manifestement dévouée et un partenaire qui semble apporter un soutien et une stabilité supplémentaires. Mais ils vivent dans un motel, protesta Ethan. Un logement temporaire n'est pas de la maltraitance, répliqua sèchement Linda. Abandonner sa famille et la laisser dans le dénuement, en revanche, soulève de sérieuses questions sur votre aptitude parentale. Emily regarda le visage d'Ethan passer de la colère à la confusion, puis à une panique croissante alors qu'il comprenait que son plan se retournait spectaculairement contre lui. De plus, ajouta James en sortant des documents de sa mallette, j'ai ici une ordonnance de protection préliminaire contre Monsieur Reed, déposée ce matin, basée sur son harcèlement envers Mademoiselle Larson et son comportement menaçant envers l'enfant mineur. Comportement menaçant ? Bafouilla Ethan. Je n'ai jamais menacé personne. Se présenter ivre et exiger l'entrée d'une résidence où se trouve un nourrisson peut certainement être interprété comme une menace, dit James calmement. Linda prenait de nombreuses notes. Mademoiselle Larson, estimez-vous que votre fils et vous-même êtes en sécurité et bien traités dans votre situation actuelle ? Emily regarda Nathan, dont le visage exprimait tout son amour et son soutien. Elle regarda James, cet avocat hors de prix que Nathan avait engagé pour elle. Elle regarda Liam, dormant paisiblement malgré le drame qui l'entourait. Oui, dit-elle fermement. Nous sommes plus en sécurité et mieux entourés que nous ne l'avons jamais été. Et Monsieur Brox, vous êtes prêt à assumer la responsabilité d'aider à élever l'enfant d'un autre homme ? Ce n'est pas l'enfant d'un autre homme, déclara Nathan en regardant Ethan droit dans les yeux. C'est le fils de la femme que j'aime, ce qui fait de lui mon fils à tous les égards qui comptent. Ethan Reed a fourni du matériel génétique. Cela ne fait pas de lui un père. La pièce tomba dans le silence, à l'exception de la respiration douce de Liam. Finalement, Linda referma son carnet. Monsieur Reed, d'après mes observations aujourd'hui, je ne vois aucune preuve de négligence ou d'abus. Votre fils semble en bonne santé et bien soigné. Mademoiselle Larson apparaît comme une mère dévouée disposant de systèmes de soutien adéquats. Cependant, je programmerai une visite de suivi dans 2 semaines pour assurer le maintien de cette stabilité. Mais, commença Ethan. De plus, poursuivit Linda, je recommanderais que vous suiviez des cours de parentalité et une thérapie familiale avant qu'un quelconque droit de visite surveillé ne soit envisagé. Votre comportement suggère que vous avez besoin d'aide pour comprendre la conduite parentale appropriée. Le visage d'Ethan devint rouge de rage. C'est des conneries. Vous vous liguez tous contre moi parce qu'il a du fric. Monsieur Reed, dit James aimablement, je dois mentionner que faire de faux signalements au service de protection de l'enfance est une infraction pénale à Washington DC. Le harcèlement et l'intimidation d'un parent gardien sont également passibles de poursuites civiles. Je vous suggère de réfléchir très attentivement à vos prochaines actions. Ethan regarda autour de la pièce, réalisant qu'il était vaincu et déjoué. Ce n'est pas fini, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Si, ça l'est, dit Nathan doucement. C'est fini depuis que tu as fui tes responsabilités. La seule question maintenant est de savoir si tu veux essayer de construire une relation saine avec ton fils ou si tu veux continuer à jouer à des jeux qui blessent tout le monde, y compris lui. Après le départ d'Ethan, qui marmonnait des menaces, Linda termina sa paperasse pendant que James et Nathan discutaient calmement près de la fenêtre. Liam se réveilla alors que les adultes s'apprêtaient à partir, regardant autour de lui avec des yeux vifs et curieux, et souriant immédiatement en voyant Emily. « Eh bien, bonjour toi, le beau gosse, dit Linda doucement. Emily vit son masque professionnel glisser un instant. « Tu es un petit garçon chanceux, tu sais ? Tu as une maman qui t'aime très fort. » Mademoiselle est, dit Emily alors que Linda se préparait à partir. « Que se passe-t-il maintenant ? » Maintenant, je dépose mon rapport, indiquant qu'il n'y a aucune préoccupation concernant le bien-être de votre fils. Le dossier sera clos à moins que de nouveaux éléments n'apparaissent. Linda sourit. Et Mademoiselle Larson. Pour ce que ça vaut, vous faites du bon travail. Être mère célibataire est assez difficile sans que les gens n'essaient de vous compliquer la tâche. Une fois tout le monde parti, Emily s'assit sur le lit en tenant Liam, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. Un avocat, dit-elle à Nathan. Quand as-tu appelé un avocat ? Hier. Après notre conversation, j'ai réalisé qu'Ethan n'allait pas simplement disparaître. Je voulais être prêt. Et James était justement disponible ce matin ? Nathan eut l'air légèrement embarrassé. James est mon avocat depuis 5 ans. Il a l'habitude de mes urgences.
Tes urgences impliquent probablement d'habitude des contrats et des transactions immobilières, pas des batailles pour la garde des enfants d'autrui. Non, convainc Nathan. Elles impliquent généralement des choses beaucoup moins importantes. Émilie étudia son visage. Tu as dit à cette assistante sociale que tu voulais adopter Liam. C'est le cas. Si tu me le permets. S'il veut de moi. Nathan, nous sommes ensemble officiellement depuis moins de 24 heures. Je sais que c'est rapide. Je sais que c'est fou. Mais Émilie, quand j'ai vu Ethan essayer de te l'enlever, quand j'ai imaginé ce magnifique petit garçon grandir en pensant que son père ne voulait pas de lui. La voix de Nathan se brisa légèrement. J'ai réalisé que je ferais n'importe quoi pour vous protéger tous les deux. Des papiers d'adoption légaux rendraient juste la chose officielle. Émilie baissa les yeux vers Liam, qui fixait Nathan avec cette confiance absolue que les bébés n'accordent qu'aux personnes qu'ils jugent sûres. Il t'aime déjà, dit-elle doucement. Et je l'aime. Je vous aime tous les deux plus que je n'ai jamais rien aimé dans ma vie. Même si tout ça est compliqué, bordélique, et va probablement le devenir encore plus. Surtout à cause de ça, dit Nathan en s'asseyant près d'elle sur le lit. La facilité ne t'apprend pas de quoi tu es fait. Les épreuves, si. Et Émilie, ce dont nous sommes faits est sacrément solide. Comme pour acquiescer, Liam tendit la main et attrapa le doigt de Nathan avec son petit poing, le serrant fort. Je crois que c'est un oui, dit Émilie, riant à travers les larmes qu'elle n'avait pas senti couler. À quelle partie? À tout. L'adoption, le mariage, tout ce beau gâchis fou et impossible. Quand Nathan l'embrassa, Liam tenait toujours son doigt, et Émilie pensa, c'est peut-être à ça que ressemble la perfection. Pas facile, pas simple, mais réel, féroce et indestructible. Chapitre 9, Quand demain t'appelle par ton nom. La femme qui se tenait dans l'encadrement de la porte du bureau du motel était tout ce qu'Émilie n'avait jamais été. Grande, blonde, d'un calme olympien et indéniablement enceinte. Émilie se figea en plein geste alors qu'elle donnait le biberon à Liam, observant par la fenêtre la femme parler à Ruth avec cette autorité naturelle qui suggérait qu'on ne lui avait jamais rien refusé. Même de loin, Émilie pouvait voir la coupe onéreuse de ses vêtements, le sac à main de créateur, l'éclat subtil de bijoux qui coûtait probablement plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Ce devait être Laura. Nathan, appela doucement Émilie, sans quitter des yeux la scène qui se déroulait dehors. Il faut que tu vois ça. Nathan émergea de la petite kitchenette où il faisait du café, jeta un coup d'œil par la fenêtre et devint livide. Putain, souffla-t-il. C'est mon ex-femme. C'est Laura. La voix de Nathan était tendue à l'extrême. Et elle est enceinte. Émilie sentit son monde basculer. Enceinte? Avant que Nathan ne puisse répondre, on frappa sèchement à leur porte. Pas le coup discret de Nathan ou le frappé amical de Ruth, mais quelque chose d'impérieux et d'exigeant. Nathaniel. La voix de Laura était nette, cultivée, avec cet accent qui trahissait les écoles privées hors de prix. Je sais que tu es là. Nous devons parler. Nathan regarda Émilie avec une lueur de panique dans les yeux. Je dois gérer ça. Nous devons gérer ça, corrigea Émilie en se levant, Liam toujours dans les bras. Je ne me cache pas, Émilie, tu ne comprends pas, Laura peut être difficile. Je vous entends parler là-dedans. Appela Laura à travers la porte. Vraiment, Nathaniel, c'est ridicule. Ouvre la porte. Nathan prit une profonde inspiration et ouvrit. Laura Brox était encore plus intimidante de près qu'elle ne l'avait été sur les photos des pages mondaines. Elle avait peut-être l'âge d'Émilie, mais elle se tenait avec ce vernis qui vient d'une vie entière de privilèges. Sa grossesse était subtile mais indéniable, probablement autour de 4 mois, et elle la portait comme un accessoire qui complétait sa tenue. Ses yeux balayèrent Nathan, notant ses vêtements décontractés et son apparence négligée, puis se posèrent sur Émilie et Liam avec ce genre d'évaluation qui donnait à Émilie l'impression d'être étiquetée et jugée insuffisante. C'est donc là que tu te cachais, dit Laura en entrant dans la pièce sans y être invitée. Un motel? Vraiment, Nathaniel, comme c'est bohème de ta part. Qu'est-ce que tu veux, Laura? La voix de Nathan était soigneusement contrôlée. Ce que je veux, c'est que mon mari rentre à la maison pour que nous puissions discuter de notre avenir comme des adultes civilisés. La main de Laura vint se poser sur son petit ventre rond. Surtout maintenant que nous allons être parents. Émilie sentit Liam se tendre dans ses bras, comme s'il pouvait percevoir la tension soudaine dans la pièce. Elle le serra plus fort, essayant de projeter du calme alors que son cœur martelait ses côtes.
Nous divorçons, Laura. Il n'y a pas d'avenir. En fait, si. Laura sourit, et c'était un sourire de prédatrice. Je suis enceinte, Nathaniel. De ton enfant. Notre enfant. C'est impossible. Vraiment? Tu es rentré plus tôt de ton voyage à Chicago en décembre. Nous avons fait l'amour ce matin-là avant que tu partes au bureau. Tu t'en souviens sûrement. Émilie observa attentivement le visage de Nathan, vit le moment où le souvenir lui revint, vit le doute s'insinuer dans ses yeux. Tu étais avec Ryan ce même jour, dit-il, mais sa voix était moins assurée maintenant. L'après-midi, oui. Le sourire de Laura s'élargit. Mais la matinée était à nous. J'ai les dossiers médicaux, Nathaniel. Les échographies. Le bébé a été conçu le 15 décembre. Le matin où tu es rentré plus tôt parce que je te manquais. Émilie se sentit nauséeuse. Elle ne connaissait pas la chronologie exacte de la rupture du mariage de Nathan, mais si Laura disait la vérité. Fais-moi voir les dossiers, dit Nathan. Bien sûr. Laura sortit des papiers de son sac à main de luxe avec l'air satisfait de quelqu'un qui abat une carte maîtresse. Enceinte de 16 semaines depuis hier. Date de conception le 18 février. Plus ou moins 3 jours. Je pense que tu trouveras que cela réduit considérablement les possibilités. Nathan prit les papiers avec des mains tremblantes, et Émilie vit son visage changer à mesure qu'il lisait. La couleur quitta ses joues, et quand il leva les yeux vers elle, elle y lut la dévastation. Nathan, dit doucement Laura en se rapprochant de lui. Je sais que tu es blessé. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais ça change tout, n'est-ce pas? Nous allons être parents. Nous pouvons surmonter ce qui s'est passé entre nous pour le bien de notre enfant. Votre enfant, dit Émilie calmement, et Nathan et Laura se tournèrent tous deux vers elle. Elle avait été si silencieuse qu'ils avaient presque oublié sa présence. Pardon? La voix de Laura était glaciale. Votre enfant? Vous venez de le dire vous-même. Vous étiez avec Ryan le même jour. Comment savez-vous quel homme est le père? Le sourire de Laura vacilla un instant avant de s'affirmer à nouveau. Parce que je connais mon corps. Je sais quand j'ai ovulé, et je sais que ce qui s'est passé avec Ryan était une aberration, un moment de faiblesse que je regrette profondément. Mais vous ne le savez pas avec certitude, insista Émilie. Pas sans un test de paternité. Un test de paternité? Laura rit. Mais il y avait quelque chose de forcé dans ce rire. Vraiment, ma chère? C'est plutôt grossier, ne trouvez-vous pas? De plus, Nathaniel sait qu'il est le père. N'est-ce pas, chérie? Nathan fixait les photos de l'échographie avec une expression qu'Émilie ne parvenait pas à déchiffrer. Le timing correspond. Bien sûr qu'il correspond. Laura vint se placer à côté de lui, assez près pour qu'Émilie capte une bouffée de son parfum coûteux. Nathaniel, je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai fait des choix terribles. Mais ce bébé est notre chance de recommencer à zéro. De construire la famille dont nous avons toujours parlé. Tu n'as jamais voulu d'enfant, dit Nathan. Mais sa voix manquait de conviction. J'avais peur, admit Laura. Et pour la première fois, elle semblait véritablement vulnérable. Peur de changer. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de me perdre. Mais quand j'ai appris pour le bébé, quand j'ai réalisé ce que j'avais jeté. Elle toucha son bras. Je veux ça, Nathaniel. Je nous veux. Je veux notre famille. Émilie observait cette interaction, ayant l'impression de disparaître morceau par morceau. C'était le monde de Nathan. Ces gens beaux et sophistiqués avec leurs histoires compliquées et leur passé commun. Qu'était-elle comparée à cela? Que pouvait-elle offrir qui puisse rivaliser avec la mère de son enfant? Émilie, dit soudain Nathan, comme s'il lisait dans ses pensées. Ça ne change rien. Si, ça change tout, l'interrompit Émilie doucement. Bien sûr que ça change tout. Qui est-ce, exactement, demanda Laura en regardant Émilie avec le genre d'intérêt poli qu'on pourrait accorder à un meuble. C'est Émilie, dit Nathan. Et Liam. Je te l'ai dit, je suis avec eux maintenant. Tu es avec eux. Le ton de Laura donnait l'impression qu'elle discutait du choix de céréales de Nathan pour le petit déjeuner. Comme c'est charmant. Mais Nathaniel, tu comprends sûrement que la situation a changé maintenant. Tu ne peux pas abandonner ton propre enfant pour celui de quelqu'un d'autre.
Les mots frappèrent Émilie comme des coups physiques. Je devrais y aller, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Non. Nathan lui attrapa le bras. Ne pars pas, Nathaniel, dit Laura, sa voix prenant un tranchant plus dur. Sois réaliste. Tu es un homme d'affaires respecté, un pilier de la communauté. Que penses-tu que les gens diront quand ils découvriront que tu as quitté ta femme enceinte pour... Elle toisa Émilie avec un mépris non dissimulé. Pour ça? Arrête, dit Nathan sèchement. Je suis juste pragmatique, chérie. Tu as des responsabilités maintenant. De vraies responsabilités envers ta vraie famille. Émilie se dégagea de l'emprise de Nathan. Elle a raison, dit-elle calmement. Tu as un bébé en route, Nathan. Ton bébé. Tu ne peux pas tourner le dos à ça. Je ne tourne le dos à rien. On va trouver une solution. Comment? La voix d'Émilie se brisa légèrement. Comment on gère le fait que tu aies un enfant avec une autre femme? Comment on gère le fait que tu sois lié à elle pour le restant de ta vie? On trouvera un moyen. Mais Émilie pouvait voir l'incertitude dans ses yeux, pouvait le voir déjà être ramené dans l'orbite de Laura par la gravité de la responsabilité partagée et des attentes sociales. Non, dit-elle doucement. On ne le fera pas. Parce que tu n'es pas le genre d'homme qui abandonne son enfant, et je ne suis pas le genre de femme qui te demande de. Quelle noblesse, dit Laura, mais il y avait du triomphe dans sa voix. Émilie marcha jusqu'à la porte, puis se retourna. Mais Nathan, quand ce bébé naîtra, fais un test de paternité. Parce que si elle ment, si ce bébé n'est pas le tien, je ne te pardonnerai jamais de nous avoir jetés pour rien. Elle partit avant que Nathan ne puisse répondre, serrant Liam contre sa poitrine et marchant aveuglément vers sa propre chambre. Derrière elle, elle pouvait entendre la voix de Laura, douce et raisonnable, tissant déjà la toile qui ramènerait Nathan vers la vie qu'il avait essayé de quitter. Dans sa chambre, Émilie déposa Liam dans son berceau et s'assit sur le lit, essayant de respirer à travers la douleur qui lui donnait l'impression qu'elle allait vraiment la tuer. Elle savait que c'était trop beau pour être vrai. Elle savait que les hommes comme Nathan ne finissaient pas avec des femmes comme elle, pas dans la vraie vie. À travers les murs fins, elle pouvait entendre le murmure des voix venant de la chambre de Nathan. Elle ne distinguait pas les mots, mais elle entendait le ton. Celui persuasif de Laura, celui tourmenté de Nathan. La conversation dura plus d'1 heure. Quand le silence tomba enfin, Émilie s'attendait à entendre la voiture de Laura démarrer, à la voir partir. Au lieu de cela, elle entendit la porte de la chambre 205 se refermer. Puis rien. Émilie attendit, espérant qu'on frappe à sa porte, espérant que Nathan viendrait s'expliquer, se battre pour ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais alors que les heures passaient et que l'obscurité tombait, le silence s'étira. Ce n'est que lorsqu'elle vit la lumière s'allumer dans la chambre 205 bien plus tard ce soir-là, 2 silhouettes bougeant derrière les rideaux au lieu d'une, qu'Émilie comprit que Laura ne partait pas, et peut-être que Nathan non plus. Émilie passa cette nuit-là à fixer le plafond, écoutant les bruits du couple d'accent grave côté reconstruisant leur vie, tandis que Liam dormait paisiblement à ses côtés, ignorant que la seule figure paternelle qu'il n'ait jamais connue était en train de leur échapper, une conversation silencieuse à la fois. Au matin, Émilie avait pris sa décision. Elle ne pouvait pas rester ici et regarder Nathan choisir sa vraie famille au détriment de celle, factice, qu'ils avaient bâtie dans cet endroit temporaire. Elle ne pouvait pas rester assise dans cette chambre à les écouter planifier leur avenir, tandis que le sien s'effondrait. Ruth la trouva en train d'emballer le peu d'affaires qu'elle et Liam possédaient. « Chérie, qu'est-ce que tu fais ?»« Je pars, » dit simplement Émilie. « Il est temps. »« Et ton jeune homme ?»« Ce n'est plus mon jeune homme. Il va être père avec sa femme. » Ruth resta silencieuse un moment. « Tu es sûr de ça ? » Je suis sûr qu'il a des responsabilités maintenant qui ne nous incluent pas, Liam et moi. Je suis sûr que je ne peux pas rester assise ici à le regarder choisir entre nous et perdre à chaque fois. Parfois, le bon choix met un peu plus de temps à apparaître clairement, dit Ruth doucement. Et parfois, le bon choix est le plus difficile, répondit Émilie. Je ne serai pas la femme qui se tient entre un homme et son enfant. Je ne serai pas la raison pour laquelle un bébé grandit sans son père. Alors qu'Émilie chargeait sa voiture, elle vit du mouvement dans la chambre 205, mais Nathan ne sortit jamais. Une partie d'elle espérait qu'il le ferait, espérait qu'il se battrait pour ce qu'ils avaient eu, mais une plus grande partie d'elle savait que s'il la laissait partir sans un mot, alors Laura avait déjà gagné. Émilie s'éloigna du Sunset Motel avec Liam endormi dans son siège auto, ne sachant pas où ils allaient mais sachant qu'ils ne pouvaient pas rester. Dans son rétroviseur,
Elle regarda l'endroit où elle était tombée amoureuse disparaître et essaya de se convaincre que partir était un acte de force plutôt que de reddition. Elle espérait juste qu'un jour, quand Nathan changerait les couches de son bébé et apprendrait à son enfant à faire du vélo, il se souviendrait qu'il était une fois, dans un motel délabré, il avait été aimé complètement par une femme qui n'avait rien demandé d'autre que son cœur. Et peut-être, si elle avait beaucoup de chance, se souviendrait-il qu'il l'avait aimé en retour. Chapitre 10, l'amour écrit son propre pour toujours. 3 jours après qu'Emily se soit volatilisée du Sunset Motel, Nathan découvrit que la femme portant ce qu'il croyait être son enfant avait orchestré une supercherie complexe depuis l'instant où elle était revenue dans sa vie. Il était assis dans le bureau de James, fixant des dossiers médicaux qui lui glaçaient le sang, tandis que son avocat lui expliquait en termes juridiques précis à quel point il avait été manipulé. Les images d'échographie sont authentiques, dit James en étalant les documents sur son bureau en acajou. Mais elles n'appartiennent pas à Laura. Notre enquêteur a vérifié les identifiants patients. Ils appartiennent à une femme nommée Rachel Patel. Laura a apparemment dit à Rachel qu'elle en avait besoin pour une blague inoffensive à un ex-petit ami. Une blague inoffensive ? Répéta Nathan, la voix caverneuse. Les résultats du test de grossesse sont également fabriqués. L'analyse de notre laboratoire a confirmé qu'ils étaient falsifiés. Laura n'a jamais été enceinte, Nathan. Tout ce scénario était une fraude élaborée, conçue pour te manipuler et te forcer à la réconciliation. Nathan repensa aux 3 derniers jours, les 72 heures les plus misérables de sa vie. Laura avait emménagé dans sa chambre de motel et avait immédiatement commencé à planifier leur réconciliation, et tout ce à quoi il avait pu penser, c'était Emily. Il y a autre chose, dit James d'un air sombre. Ethan Reed a déposé une requête de garde d'urgence hier. Il prétend qu'Emily a abandonné Liam et demande la garde temporaire immédiate. Le sang de Nathan se transforma en glace. Où est Liam maintenant ? Avec Ethan, depuis hier matin. Il a déposé la requête d'urgence et a obtenu une audience temporaire en 24 heures en prétendant que l'enfant était en danger immédiat. Nathan fut sur ses pieds avant que James n'ait fini de parler. Nous devons trouver Emily. Nous devons arranger ça. Nathan. J'essaie de la localiser depuis qu'elle est partie. Elle n'utilise pas ses cartes de crédit. Son téléphone tombe directement sur messagerie, et Ruth jure qu'elle ne sait pas où Emily est allée. Trouve-la, James. Peu importe le prix, peu importe ce qu'il faut. Trouve-la. Emily travaillait pour son 3e service au restaurant ouvert 24h24 à Arlington quand les nouvelles passèrent à la télévision fixée dans le coin. Elle était là depuis 2 jours maintenant, dormant dans sa voiture entre les services, essayant d'économiser assez pour une caution tout en restant assez loin de décès pour éviter de tomber sur Nathan ou Laura. Mais quand elle entendit le nom de Liam, sa tête se releva si vite qu'elle faillit lâcher la verseuse de café qu'elle portait. L'audience pour la garde d'urgence de Liam Reed, âgé de 6 semaines, se poursuit aujourd'hui alors que la mère de l'enfant reste introuvable. Le père, Ethan Reed, a obtenu la garde temporaire hier après avoir affirmé que la mère avait abandonné l'enfant. La verseuse glissa des doigts engourdis d'Emily, se brisant sur le sol. Mon bébé, murmura Emily. Ils ont pris mon bébé. Elle courait avant même d'avoir consciemment décidé de bouger, arrachant son tablier et attrapant son sac. Ethan avait Liam. Emily conduisit jusqu'au tribunal, portée par la peur et la fureur. Elle avait $17 dans son portefeuille, pas d'avocat, et aucun plan au-delà de récupérer son bébé. Elle fut surprise de trouver James Franklin qui l'attendait dans le hall du tribunal. Emily, Dieu merci, dit-il en se levant à son approche. Nous vous avons cherché partout. Où est Liam ? Où est mon fils ? À l'étage, au tribunal de la famille. L'audience a commencé il y a 20 minutes, mais j'ai réussi à obtenir un ajournement quand je vous ai vu entrer. Nathan devient fou à force d'essayer de vous retrouver. Nathan ? Le cœur d'Emily se serra. Et son bébé ? Et Laura ? L'expression de James était grave. Il n'y a pas de bébé. Laura mentait surtout. La grossesse. Les échographies. Tout. Nathan essaie de vous trouver depuis 3 jours pour vous dire la vérité. La salle du tribunal de la famille était petite et remplie de gens qu'Emily ne reconnaissait pas. Ethan était assis à une table avec un avocat. À l'autre table, Nathan était assis seul, l'air hagard et désespéré. Quand Emily entra, la tête de Nathan se releva brusquement, et leurs yeux se rencontrèrent à travers la pièce. Le soulagement et l'amour dans son expression la firent presque tomber à genoux.
Veuillez vous lever, appela l'huissier. L'honorable juge Karen Davis préside. La juge Davis était une femme noire d'une cinquantaine d'années à l'air sévère qui inspecta la salle d'audience sans aucune patience pour les jeux. Monsieur Reed, dit-elle en consultant ses notes. Vous demandez la garde d'urgence de votre fils de 6 semaines en vous basant sur des allégations selon lesquelles la mère a abandonné l'enfant. Je vois que mademoiselle Larson a maintenant comparu. L'avocat d'Ethan se leva. Votre honneur, Monsieur Reed maintient que mademoiselle Larson a abandonné l'enfant avec un homme sans lien de parenté et a disparu pendant plusieurs jours. Je n'ai abandonné personne, dit Emily en se levant. J'ai laissé mon fils avec quelqu'un en qui j'avais confiance parce que je pensais que c'était le mieux pour lui. Mademoiselle Larson, vous devrez prêter serment si vous comptez témoigner. Mais d'abord, j'aimerais comprendre la situation actuelle. Qui a actuellement la garde physique de l'enfant? Moi, votre honneur, dit Ethan d'un air suffisant. En tant que père, j'ai pris la garde d'urgence quand il est devenu clair qu'Emily était incapable de s'occuper de lui correctement. Et où est l'enfant maintenant? Ethan hésita. Il est avec ma copine. Je devais travailler aujourd'hui, alors elle le surveille. Votre copine? Répéta la juge Davis d'un ton plat. Pas la mère de l'enfant, pas un membre de la famille, mais votre copine. James se leva. Votre honneur, si je peux me permettre, j'ai des documents montrant que Monsieur Reed a retiré tous les biens matrimoniaux il y a environ 6 semaines, laissant mademoiselle Larson sans ressources financières alors qu'elle se remettait de l'accouchement. De plus, votre honneur, Monsieur Reed n'a fait aucune tentative pour voir son fils pendant près d'un mois après avoir abandonné la famille. La juge Davis se tourna vers Emily. Mademoiselle Larson, veuillez expliquer votre absence auprès de l'enfant ces derniers jours. Votre honneur, je croyais que Monsieur Brooks allait avoir un enfant avec son ex-femme. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle un père ne pouvait pas être avec son enfant, alors je suis parti pour leur laisser de l'espace. Et l'enfant était avec Monsieur Brooks pendant ce temps? Oui, madame. Nathan. Monsieur Brooks aime Liam. Il a été plus un père pour mon fils en 2 semaines qu'Ethan ne l'a été en 6 semaines. La juge Davis regarda Nathan. Monsieur Brooks, quelle est votre relation avec cette famille? Nathan se leva. Votre honneur, j'aime Emily et j'aime Liam. Je veux épouser Emily et adopter formellement Liam. Je veux subvenir à leurs besoins, les protéger et être le père que Liam mérite. Et la situation de grossesse avec votre ex-femme? Il n'y avait pas de grossesse, votre honneur. Mon ex-femme a fabriqué des dossiers médicaux pour me manipuler et me pousser à la réconciliation. Mon avocat a les documents prouvant la fraude, que nous sommes heureux de soumettre au tribunal. Monsieur Reed, dit la juge Davis, je vois un schéma de comportement troublant. Vous avez abandonné votre famille quand elle avait le plus besoin de vous, vous les avez laissés dans la misère, et maintenant vous demandez la garde non pas parce que vous voulez être père, mais apparemment pour punir mademoiselle Larson. Quand avez-vous nourri cet enfant pour la dernière fois? Changé sa couche? Vous êtes-vous levé avec lui au milieu de la nuit? Le silence d'Ethan était accablant. Je rejette votre requête de garde et j'accorde l'autorité parentale exclusive et la garde physique complète à mademoiselle Larson, avec effet immédiat. De plus, j'accorde la demande d'ordonnance de protection de mademoiselle Larson. Mais c'est mon fils. Non, monsieur Reed. Vous avez fourni du matériel génétique. Cela ne fait pas de vous un père. L'audience est levée. Alors que la salle d'audience se vidait, Emily se retrouva face à face avec Nathan pour la première fois en 3 jours. Sans parler, ils allèrent l'un vers l'autre. Et quand les bras de Nathan se refermèrent autour d'elle, Emily eut l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. « Je suis tellement désolé, » murmura Nathan. « Je suis désolé de t'avoir laissé partir. Je suis désolé de ne pas m'être battu pour nous. Tu pensais faire ce qu'il fallait pour ton enfant. Il n'y avait pas d'enfant. Il n'y avait que les mensonges de Laura et ma propre stupidité. » Il se recula pour la regarder. « Emily, je t'aime. J'aime Liam. Je ne veux plus jamais passer une seule journée sans toi. » Avant qu'Emily ne puisse répondre, James apparut avec un Liam grognon et au visage rouge dans les bras. « Quelqu'un veut sa maman, » dit James en tendant le bébé. Emily éclata en sanglots alors que Liam s'apaisait contre sa poitrine, ses pleurs cessant immédiatement. « Eh, mon petit bonhomme, » murmura-t-elle. « Tu as tellement manqué à maman. » Nathan tendit la main et toucha la petite main de Liam, et le bébé agrippa immédiatement son doigt. « Emily,
dit James doucement. Nathan m'a demandé de préparer quelques papiers pour vous. Emily leva un regard interrogateur alors que James lui tendait un document juridique. Papier d'adoption, expliqua Nathan.